Vous écoutez La Nuit Américaine, votre podcast sur le cinéma. Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, nous allons nous installer dans une maison qui ne nous appartient pas et faire en sorte d'y rester. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au film Parasite, film de Bong Joon-ho, sorti en France en juin 2019. En deuxième partie d'émission, nous irons faire un tour en Irlande du Nord en vous parlant du film Belfast, sorti en salle le 2 mars dernier, réalisé par Kenneth Branagh. C'est ça comme ça qu'on le dit ? Oui, c'est bon. Mon accent anglais est parfait. Admirable, une fois de plus. Bon, nous irons ensuite voir à quoi ressemble le travail d'un lobbyiste en traitant du film Goliath, sorti le 9 mars dernier, réalisé par Frédéric Tellier, avec Pierre Ninet, Emmanuel Berco et Gilles Lelouch. Et nous terminerons cet épisode par la traditionnelle rubrique des coups de cœur. Pour m'aider à vous faire passer un bon moment, je suis accompagné de Mathieu et de Thomas, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre lors d'une précédente émission et qui nous a fait l'honneur d'accepter d'intégrer l'équipe de la nuit américaine. Alors bienvenue à toi, de la part de toute l'équipe et de tous les auditeurs qui nous ont envoyé des messages par milliers pour nous demander de tes nouvelles. Donc bienvenue à toi. Bonjour les garçons. Bonjour mec. Bonjour. Ça va ? Oui, tout va bien. Après, je souhaite tout de même préciser que lors d'une interview radio, vous avez quand même indiqué que j'étais un stagiaire. Donc, je ne suis pas là complètement à plein temps. Donc, si jamais... Effectivement, on peut encore réviser ton contrat. Voilà. Donc, si jamais vous avez, pendant l'émission, vous avez besoin de café, d'un massage des pieds, je suis disponible. Vous me l'indiquez. Hein. Ouais, c'est noté. C'est noté. On va parler maintenant du film Parasite. Alors. Non, mais moi j'étais prêt pour le massage du pied. C'est vrai? Vas-y, enlève tes schlopes. Allez, on y va. Alors, Parasite, qui nous parle de ce film-là? Mathieu? Bah alors, avant de parler de Parasite, parce que beaucoup de gens, je pense, en ont entendu parler, parce que ça a été un énorme succès, on va parler un peu du cinéaste Bong Joon-ho. Donc, cinéaste coréen. Il débarque pas uniquement en 2019 avec Parasite. Nous, en France, on a pu le connaître à partir des années 2000, surtout en 2002, quand on a débarqué, plutôt 2003 en France, il a débarqué, c'est Memories of Murder. Ça a été une grosse claquasse à l'époque. Moi, je me souviens, je l'avais vu en salle, il était, précédé d'une hype, mais incroyable, comme on en avait rarement vu, surtout pour un cinéma provenant d'Asie. Il faut savoir que le cinéma coréen est pas né ex nihilo au début des années 2000. Ça existait déjà. Mais c'est vrai qu'il y a eu une vague de films coréens qui sont arrivés, et avec ce film-là. Et de film en film, il a enchaîné les succès publics, principalement en Corée. Il y a des raz-de-marée, je pense à The Host, ou en Corée, je crois que c'est 13 millions d'entrées. Pour info rappeler que c'est un pays de 55 millions d'habitants. Donc c'est colossal. Et la plupart de ses films ont été des gros succès. Il a fait aussi une entrée dans un cinéma, dit hollywoodien, mais en fait c'est plutôt des partenariats. Parce que Okja? Il y a Okja, mais avant ça, il y a le transpersonnage. Ah oui. Ouais, avec Chris Evans. Alors, c'est principalement quand même une prod coréenne, mais aussi avec des fonds tchèques. Et, donc il a fait ce film-là qui n'a pas été un énorme succès, mais qui est quand même largement rentré dans ses frais. Mais après, il y a Okja. Faut juste se rappeler, la parenthèse Okja est quand même très intéressante par rapport à Parasite. Parasite, énorme succès. On le sait, Palme d'Or à Cannes. 2 ans avant, il présente Okja au Festival de Cannes. Il est très mal reçu. Non pas à cause de la qualité du film. Moi, je pense que c'est un excellent film. Mais c'est parce que c'est un film qui était estampillé Netflix. Et donc ça, c'est très mal passé à l'époque. D'accord. Parce que Festival de Cannes, et puis même beaucoup de journalistes à l'époque, trouvaient ça que maintenant Cannes accepte des films Netflix, qui n'ont pas de diffusion en salle, ça avait été très mal accepté. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que le Festival de Cannes a décidé de ne plus prendre les films Netflix. Tout film en compétition ou même hors compétition doit sortir en salle. C'est ça, exactement. Et donc du coup, c'est une bonne mesure.
Ouais, alors je trouve c'est plus complexe que ça. Bon, on tournera sur ce sujet plus tard. Non, un jour il faudra qu'on en parle parce qu'effectivement c'est très intéressant. Je pense qu'à un moment donné, le Festival de Cannes va devoir s'adapter parce qu'on le voit très bien. On en avait parlé quand on avait parlé, du film Power of the Dog de Jane Campion, qui est nommé aux Oscars. C'est pas pour rien, c'est un grand film. Ce qui est Oui. Du coup, c'est le festival de Venise qui l'a récupéré. Du coup, Venise, en fait, c'est là où ils sont un peu plus malins sur ce coup-là. Mais moi, de toute façon, je comprends aussi bien Thierry Frémaux à Cannes que le festival de Venise. Tu vois, enfin, moi, je pense que pour nous spectateurs, il est toujours préférable de voir les films en salle. Power the Dog, ce serait à voir en salle. C'est quand même dommage de le voir sur ton écran de télé. Okja, c'était pareil. J'aurais vraiment voulu le voir, tu vois, en salle. C'est le seul que j'ai vu moi de Bong Joon-ho, ouais, c'est ça. C'est le seul. Memories of Murder, encore aujourd'hui, pour moi, c'est le film parfait. Mais vraiment, hein, je trouve ce film exceptionnel. Donc, c'est toujours des films un peu avec une veine un peu pessimiste, on va dire, tu vois. Mais donc, quand il fait Parasite, quand Parasite débarque, disons que le Festival de Cannes avait plus ou moins préparé les spectateurs avec des films coréens, mais ils étaient toujours sélectionnés en séance de minuit, tu vois, ou alors en section parallèle. Parce qu'il y avait beaucoup de films, des thrillers, des policiers dans le cinéma coréen. C'est extrêmement genré et c'est là où se démarque un petit peu quand même Bong Joon-ho, où en fait il ne tend pas tellement vers un genre, c'est plus diversifié au sein même de son œuvre. Alors effectivement, le Festival de Cannes, comme dit, depuis 2014, chaque année t'avais au cinéma de minuit, enfin à la séance de minuit, le thriller coréen qui tâche. Mais donc du coup, plus ou moins les spectateurs et le festival étaient préparés. Bon, il y avait aussi All Boy qui avait reçu le prix, c'était en 2004 si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Je pense que au niveau international, l'équivalent éventuellement de Bong Joon-ho, ce serait Park Chan-wook, pardon. C'est celui éventuellement qui a aussi une filmographie capable de autant lier le cinéma d'auteur que le cinéma grand public. Ouais, c'est clair. Il est peut-être moins fédérateur, on va dire, mais effectivement, c'est lui qui a véritablement marqué les années 2000. On en avait parlé aussi quand on avait traité le film Mademoiselle. Et Park Chan-wook et Bong Joon-ho sont très proches, hein. D'ailleurs, c'est Park Chan-wook qui l'a, alors, on va pas dire qu'il a pris sous son aile, mais plus ou moins quand il a eu vent de ses premiers courts-métrages, c'est là où il s'est rendu compte que le mec avait beaucoup de talent. Et ils sont souvent en collaboration ensemble. Je vais faire le pitch. Ouais, Parasite, pour nos auditeurs, donc c'est une famille sud-coréenne qui est au chômage et qui fomente une stratégie pour intégrer la vie et la maison d'une famille aisée. Donc voilà, pitch rapide quoi. Oui, il faut développer l'histoire. Non, pitch rapide et puis grosse influence. Enfin, de toute façon, Bong Joon-ho dès le départ l'avait affirmé. Ses influences, c'est Claude Chabrol. Tu vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est des cinéastes français. Quand il parle que la bête meurt, il parle de la cérémonie avec Huppert et Sandrine Bonner. C'est ça, c'est exploser la bourgeoisie, quoi. D'ailleurs, tu parles de Chabrol, pour la petite histoire, quand il a reçu sa Palme d'Or, il a cité ses influences et Chabrol. Et c'était assez drôle et étonnant que quelqu'un de la Corée du Sud ait fait sa cinéphilie, notamment sur la nouvelle vague, sur Claude Chabrol. Ouais. Mais c'est vrai, on a tendance à oublier, mais c'est vrai que le cinéma français a une énorme influence en Asie. On en a déjà parlé, quand on avait parlé aussi du cinéma hongkongais. On sait très bien que John Woo est très inspiré du cinéma de Jean-Pierre Melville et tout le cinéma français des années 50, 60, même un peu au-delà, innerve le cinéma asiatique, véritablement. Mais nous, enfin, c'est terrifiant. Mais on le sait très bien que maintenant, il y a une espèce de défiance envers le cinéma français, qui plus est envers un cinéma français, voilà, un peu plus ancien. On a tendance à dire, oui, le cinéma français, c'est chiant, machin. C'est que des trucs, soit dans des appartements parisiens, ou alors, clos, voilà. bourgeois. Là, en fait, tu te rends compte que l'influence que ces films ont eu et ont encore aujourd'hui sur des grands cinéastes internationaux. Parce qu'on peut considérer que Parasite est en 3/4 du temps, c'est un huis clos, quoi. C'est oui. Dans cette grande demeure avec les mêmes membres de la famille, quoi, les mêmes protagonistes. Dans le film, la maison est un personnage à part entière. Ouais, elle en dit, ce n'est pas juste une simple maison, elle est vecteur de beaucoup de sens. Hein. Et donc c'est un film qui il a fait ça pourquoi c'était quoi le but de son film? Ouais, il voulait faire le malin. Non, mais à l'origine, en fait, il avait construit ça comme une pièce de théâtre. On lui avait proposé de faire une pièce. Il est, voilà, on sait très bien dans son cinéma qu'il aime traiter une espèce de gémilité qu'il y a entre la bourgeoisie, une classe bourgeoise et une classe plutôt dominée. Ce qui est le cas, véritablement le cas ici. Et la maison, comme dit Thomas,
elle est un personnage véritablement à part entière parce que elle sert aussi c'est un cinéma de la verticalité. On nous montre que les gens d'en bas ne peuvent vivre que dans des entresols, des sous-sols, et la classe, aisée, elle s'élève. Mais même dans la maison, c'est-à-dire qu'avec le sous-sol, il y a des paliers. Le premier sous-sol, puis après il y a le sous-sol où. Ne spoil pas trop. Oui. Alors, oui. Alors de toute façon, on va le dire là pour le coup, on n'aura pas le choix. Les films de patrimoine qu'on traite, généralement, Ouais, mais de toute façon, là, c'est un peu inévitable parce que c'est vrai que Bong Joon-ho à l'époque l'avait dit quand il avait présenté le film, il a demandé à la presse d'en dire le moins possible. Le film est sorti il y a 3 ans. J'espère que vous l'avez tous vu. Si vous l'avez pas vu, regardez-le et après écoutez notre émission. C'est inévitable qu'on va faire du spoil. Parce que et puis toutes les 10 minutes, il y a un autre truc qui se passe. Et puis même j'ai eu l'impression qu'au début du film, tu sais, donc il y a même la caméra donc il part du sous-sol et il va dans la rue, tu vois, de l'appartement et à la fin, il retourne. Tu vois, ça retourne dans ce lieu-là, quoi. Si tu regardes dès le premier plan, t'as un travelling descendant donc qui part du trottoir, de la rue. Oui, c'est ça. T'as ses chaussettes et en fait eux ils sont même en dessous de la rue, ils sont en dessous des chaussettes. C'est vraiment pour te dire que c'est des moins que rien. Et ils sont même en dessous des toilettes. Et oui, c'est ça. Ouais. En dessous des toilettes et dès le départ, là je spoil rien. Il y a une opération de dératisation. Où on va venir gazer les rats et eux ils ont les fenêtres ouvertes. Il y a vraiment cette idée d'exterminer la vermine, tout comme il y a quand même quelqu'un qui vient régulièrement leur uriner dessus, uriner devant leur fenêtre, on leur urine dessus. Donc c'est vraiment cette image en effet de verticalité, de dire que ce sont les laissés pour compte, ce sont les moins que rien. Et la seule possibilité de s'extirper de leurs conditions, ça va être de s'élever, et c'est notamment pour ça qu'on a ce plan assez très très beau, d'ailleurs très beau plan, que le jeune homme va pour la première fois dans la maison, il monte cette grande allée qui il y a de la verdure, il y a une inversion des points de vue. Et donc là il s'élève vers cette maison. Et même la maison, elle est en hauteur sur une colline, donc il y a le parcours qui est. C'est ça. Ouais, c'est ça. En plus, mais ce qui est intéressant, ce que dit Thomas, c'est véritablement ce plan-là où d'abord tu le vois une espèce de plongée parce que il monte cette rue. Et après, le plan d'après, c'est une contre-plongée pour te dire qu'il est arrivé au sommet. Ouais. Et à partir du moment où il est au sommet, il ne voudra plus en descendre. Et c'est là où tu te rends compte que, pour s'élever, comme tu dis socialement, ça ne fonctionne que par le mensonge et la duplicité. C'est quand même terrifiant. Donc après on le dira par la suite, mais je vais vite faire mais tout de suite un bond. Quand on traite ce genre de film, on a tendance à dire voilà il y a une manière de le voir. Soit c'est une lecture freudienne ou marxiste. Là en l'occurrence, ce serait véritablement marxiste. Moi j'y vois aussi quelque chose de très freudien, de Nietzsche, lapsus. C'est de se dire que le mensonge et la duplicité, en fait. Elle sera aussi vecteur de vérité, une vérité qui est on est inadapté. C'est ce qui va sortir de ce film. À la fin, c'est véritablement ça. Tu es inadapté au monde. Et chacun doit rester dans sa case. C'est quand même terrifiant. Terrifiant. Non mais c'est vrai. Et tu le vois dans le film, quand il y a ces oppositions entre ces deux familles, qui finalement ce sont deux familles nucléaires, c'est papa, maman, le garçon, la fille. Tu vois, il y a cette gémilité dont on parlait tout à l'heure. Et elle est entravée par le système, les cadres où ils sont bloqués. Et on le voit souvent dans les plans. Tu vois, il y a une espèce il y a de la symétrie, et il y a aussi des cases, des cadres qui sont dans le cadre pour montrer qu'il y a des limites. Et d'ailleurs, le père en parlera quand il est dans la voiture. À un moment donné, il dit, c'est bien, il ne dépasse pas les limites. Chacun doit rester à sa place. Et tu le vois même dans la construction des cadres. Il y a toujours quelque chose qui les oppose, qui les sépare entre les bourgeois et on va dire les prolos, tu vois, pour faire court. Donc c'est un film clairement sur la fracture sociale et en effet sur cette idée comme tu dis, que tout le monde doit rester à sa place et qu'on ne change pas de statut. Exactement. Par contre, ce que j'aime dans le film ne s'appelle pas Parasite pour rien. Il laisse quand même entendre que les parasites ne sont pas forcément ceux qu'on pense. Ce ne sont pas forcément les laissés pour compte. C'est peut-être aussi les parasites, c'est ceux qui nous écrasent. Et donc c'est peut-être aussi cette famille riche qui sont les parasites du système. Ah oui, clairement. Et surtout qu'à l'origine, en fait, le titre devait s'appeler Décalcomanie. Et donc, en fait, on est tous le parasite d'un autre. Ils sont tous des parasites, comme dit Thomas, tu vois. Aussi bien la classe aisée que la classe qui est dominée. Oh, mon parasite, c'est Mathieu. Et du coup, moi, je m'intègre dans sa maison et je n'en sors plus. Exactement. Et il n'arrive pas à m'en déloger. Non, jamais. Et jamais. Il ne sort pas. J'arrive pas à le faire sortir. Non, mais genre, on va louer un Airbnb, on n'en sort pas, quoi. C'est cette histoire-là, quoi.
Si tu veux. On va faire ça. On va louer une belle villa au Portugal sur Airbnb et on y reste définitivement. Ah, si vous voulez inviter votre stagiaire, je viendrai avec plaisir. Il y aura une petite pièce pour toi au sous-sol. Mais c'est vrai que ouais, pour revenir sur ce personnage assez passionnant finalement de la maison, je pense que c'est le personnage qui m'a peut-être le plus passionné en termes de mise en scène et de story. Tu vois vraiment l'opposition entre cette maison très 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 grande, très épurée, une vitre qui donne sur le jardin mais immense. Immense, elle est belle. Et si tu regardes chez eux, les cadres, ils sont tout petits, ils sont complètement oppressés, ils arrivent limite pas à être à deux dans un même plan, tu les vois au début, en plus en galérien en train de faire leur boîte de pizza et tout, il y a vraiment une réelle opposition. Enfin, ce film, je trouve, c'est une leçon de mise en scène. Vraiment, c'est passionnant à regarder. Je pense que chaque plan a été pensé à quelque chose à dire. Si tu prends le temps de revoir le film, tu peux avoir différentes couches de lecture comme un oignon que tu pètes. C'est vraiment passionnant comme film. Et moi j'ai beaucoup aimé la noirceur, tu sais, de la limite entre la maison, le haut et le bas. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois la vitrine, pleine de vaisselle là, et tu vois le cadre de cette porte qui amène au sous-sol, tu vois toujours qu'il est noir. Donc tu imagines pas ce qu'il y a derrière. Et quand les gens l'empruntent, déjà ils disparaissent aussi. Ça. En fait, dans ce plan-là, c'est vraiment parce que je me suis beaucoup arrêté sur ce plan-là que tu vois beaucoup. Et tu as en effet donc ce trou noir au milieu qui est entouré de porcelaine assez chère. Donc voilà, donc il y a cette idée de s'engouffrer en bas, ouais. de devoir retourner de façon parce qu'il y a même inévitable. Il y a même pas de porte. Quoi. Et en fait, si tu remarques bien, il y a une table basse dans le film qu'on voit à un long moment sur laquelle ils sont cachés. Et en fait, cette table basse, c'est pareil, là, elle est carrée, sur les côtés, elle est en bois, et au milieu, c'est le centre est complètement noir. En fait, c'est vraiment une vraie analogie entre les deux plans. Oui, j'ai écouté en fait Thomas et j'étais en train de me remémorer. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose en fait d'assez mythologique, se dire que le noir déjà c'est l'inconnu, mais c'est là aussi d'où survient quelque chose de spectral. L'enfant est le seul personnage qui voit justement la personne, c'est qui arrive, qui est en bas, tu vois, celle qui est dans le sous-sol. Et là, parce que c'est simple, parce que les bourgeois ne regardent pas en bas. Parce que c'est quand même assez incroyable de se dire que depuis toutes ces années, ils ne se sont jamais rendus compte qu'il y avait quelqu'un qui logeait en bas. Et c'est tout simple. C'est parce qu'ils ne baissent pas les yeux, ils ne regardent pas, ils ne prennent pas le temps de regarder en bas. Et l'enfant, lui, va voir ce fantôme, ce spectre. Sa lecture qu'ils vont faire, c'est ça, c'est une espèce de spectre qui sort, en fait, qui revient du Tartare. C'est les enfers. Et j'ai toujours l'impression qu'il y a une espèce de lecture mythologique chez Bong Joon-ho. C'était déjà un peu dans le cas dans Okja. Vous savez ce qu'on appelle ça, c'est le supplice de Tantale. C'est de se dire que tu touches au but de quelque chose, et à la finalité, patatras, ça se casse la gueule. Dans Okja, c'est un peu ça. Tu te dis que le but, c'est de sauver l'animal, mais en fait, tu le sauves lui, mais au détriment de milliers d'autres, tu vois, qui vont mourir. Donc véritablement, c'est pas une réussite, c'est pas un succès. Il y a quelque chose de très pessimiste là-dedans. Et là, c'est pareil. Alors qu'ils touchent au but, qu'ils sont toute la famille intégrée là-dedans, dans cette famille bourgeoise, le déclin va survenir. Même si finalement, il y a toujours un léger espoir, mais quelque chose de complètement chimérique, parce qu'à la fin, on va nous dire que le fils va racheter, dans son objectif, c'est de racheter la maison pour y être avec son père. Mais c'est un peu comme dans Okja, c'est de se dire que même les révolutionnaires qui, à la fin, remettent leur cagoule parce que le combat n'est pas fini, il y a quelque chose, c'est complètement chimérique, c'est de se dire, on n'y arrivera pas. Il y a toujours quelque chose de profondément mythologique et pessimiste, je trouve, dans ces récits. C'est fascinant. Et qu'est-ce que le cinéma sud-coréen a apporté au cinéma en général? Qu'est-ce que il y a une thématique, il y a une façon de faire, une mise en scène que le cinéma sud-coréen a apporté ou pas? Oui, alors il y a principalement en fait ce qui alors ta question est très très compliquée. Je vais citer un grand cinéaste qu'on connaît tous, qui est Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, en 2013, il se rend à Busan pour un festival. Enfin, il fait un crochet au festival de Busan. Il prend un train pour Busan, exactement. Ça se passe très mal. C'est le dernier en plus. C'était le dernier. Fallait pas le louper. Et je sais plus ce que je veux dire. Voilà. Et il demande absolument à rencontrer Bong Joon-ho. Parce qu'ils voient en lui une espèce d'alter ego.
Et je me souviens j'étais pas là, dans l'interview que j'avais lu, il dit, Bong Joon-ho, je vois en lui le Spielberg des années 70. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'avais vu ces films coréens, j'avais pas vu vraiment le parallèle, je comprenais pourquoi il dit ça, en quoi c'est le Spielberg des années 70, tu vois, ce serait Bong Joon-ho qui serait un petit peu, voilà, ce pendant-là. Mais en fait, si, principalement pour Bong Joon-ho, je répondrai après à ta question, mais il y a quelque chose d'universaliste chez Bong Joon-ho. Tu sais, le particularisme coréen, de ce qu'on vit en Corée, bah finalement, tu te rends compte que ce qui pourrait paraître exotique, eh ben non, il arrive à transcender ça, à donner quelque chose d'universaliste. Et c'est là où tu te rends compte à quel point les récits peuvent être, fédérateurs. Un grand récit, à quel point il peut être fédérateur, qui peut être compris par tous. Et c'est là, le cinéma de Bong Joon-ho est hyper intéressant, et ça explique un succès comme Parasite, au niveau mondial. C'est parce que ça parle à tout le monde, même si ça se passe en Corée. Les films précédents, les films qui ont débarqué depuis les années 2000, ils étaient quand même très ancrés, tu vois, dans un cinéma coréen et qui est devenu une espèce de cliché, le côté très thriller, très violent, avec une photo magnifique, mais qui joue très sombre, un côté un peu métallique, mais qui est assez formidable, tu vois, à voir. Mais quelque chose de très pessimiste et intégré dedans, des fois de l'humour, un humour que nous on ne comprend pas toujours, un humour un peu bas du front, un peu, tu sais, très potache, et qui, des fois, pour nous occidentaux, bah, c'est un peu surprenant. Et finalement, tu te rends compte que c'est pas propre au cinéma coréen, parce que les Hongkongais faisaient déjà pareil. Je pense, moi, que le cinéma coréen, il a pris le relais du cinéma hongkongais. Le cinéma hongkongais est mort, il y a la rétrocession en 97, et à partir de 97, le cinéma hongkongais, ben, est en train de se déliter, il se casse la gueule. Et, comme par hasard, le cinéma coréen est survenu à ce moment-là. Finalement, en Corée, c'est une production assez importante, mais je veux dire, il y a 100 films, grosso merdo, qui sont produits tous les ans en Corée. Pour eux, par comparaison, en France, c'est 300. Presque un tous les jours, et là-bas, c'est un tous les 3 jours, quoi. Si tu veux. Mais, et surtout que les budgets, ils sont à peu près similaires. Et c'est pour ça que nous, Français, des fois, on a tendance à se comparer, on se dit, merde, comment eux, avec des budgets similaires aux nôtres, ils arrivent à faire ça? Ils prennent le temps, c'est peut-être ça? Ils ont des très bons techniciens. Alors, je suis en train de pas de dire qu'en France, ils ont les talents, hein. Voilà, je suis pas en train de dire qu'en France, on n'a pas de bons techniciens, on a des très bons techniciens en France. Mais là où ça pêche chez nous en France, c'est qu'on n'a pas forcément des producteurs ou des distributeurs qui vont suivre sur ce terrain-là, parce que le cinéma coréen n'a pas peur, tu vois, de casser les codes, tu vois, de taper un peu dans la fourmilière, et le public suit, ça aussi. Il sort pas beaucoup en Europe, non, le cinéma coréen, enfin sur les 100 films qui sortent, il y a le quota de films coréens, enfin sud-coréens, puisque Nord-Corée, je pense que ne produit pas de films, ou alors que propagandiste, mais alors que notre ami dont j'ai oublié le nom avec la belle coupe de cheveux est fan de cinéma, surtout de cinéma américain. Surprenant, hein. C'est dingue. Non mais je sais pas, on voit le haut du panier, nous, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, on voit les 20 meilleurs, quoi. Après, comme disait Mathieu, je pense que pendant des années, nous, pendant près de 20 ans, c'est exporté uniquement les films de genre, les films de policiers très, très noirs, très sombres. Et, je pense que là où est la particularité de Bong Joon-ho, c'est que d'un film à l'autre, il change en permanence de genre. C'est-à-dire qu'il est passé il a commencé avec le polar, il est passé, on n'a pas parlé, par Mother, qui est un drame. Après, il y a eu Snowpiercer, on était presque plus dans la SF. Donc, j'ai aussi, et là, par contre, c'est la quintessence. C'est-à-dire que Parasite, on n'a pas dit, parce que finalement, plus avant, on parle de couches sociales et tout ça. Ce n'est pas un drame. En fait, c'est une comédie noire. Mais comédie, drame, farce politique, sans parler du dernier quart d'heure dans lequel on vire presque dans le gore, il est suffisamment malin pour présenter tous les genres. Et après, qui plus est, pour revenir sur la personnalité de Bong Joon-ho, c'est quelqu'un qui paraît en tout cas éminemment sympathique et qui s'est attiré, je pense, les faveurs du public et du milieu. C'est-à-dire que moi j'ai souvenir,
je risque de déplaire à certains, mais moi j'aime bien les récompenses et tout ça, les cérémonies. Je vois Mathieu qui descend de sa chaise. Et je me souviens aux Oscars, parce qu'ils ont fait quand même un véritable hold-up aux Oscars, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient partis favoris pour le meilleur film étranger, et ça s'arrêtait là. Donc il est monté sur scène, il a dit bon maintenant c'est bon, je peux aller me bourrer la gueule, il l'a dit clairement. Hein. Et en fait, il a pas arrêté de remonter sur scène, parce qu'il a chopé le scénario, il a chopé le réalisateur, il a chopé le meilleur film. Et ce qui était génial, c'est de voir tout ce petit gars, mais d'une humilité folle, et qui justement, tu parlais de Tarantino, il était face à Tarantino pour Once Upon a Time, il était face à Scorsese pour Irishman, et en fait, plutôt que de saluer son propre succès, il remerciait ses muses, les gens qui l'ont inspiré. Et je pense qu'il y a une vraie humilité. C'est pas en tout cas un cinéma coréen qui est là pour nous écraser. Vraiment pas. Ouais, non mais t'as tout à fait raison. Et c'est là ce que j'apprécie chez lui, ce sont ces cinéastes cinéphiles. Et les cinéastes cinéphiles, effectivement, revendiquent toujours leur amour du cinéma et citent les gens qui les ont inspirés. Et ils sont pas là en train de nous faire croire que voilà, l'inspiration leur est venue ex nihilo comme ça, et que non, il y a des gens derrière qui les ont poussés à aimer ce cinéma-là. Et c'est pour ça que Tarantino disait, j'ai l'impression de voir une espèce d'alter ego quand je parle avec lui, parce qu'on a les mêmes références, parce que on aime ce cinéma-là. Ce qui est marrant, c'est que j'avais vu Bong Joon-ho qui était je sais plus à quelle occasion c'était, je me demande si c'était pas avant les Oscars, où il était aux États-Unis pour présenter Memories of Murder. Et il rappelait, mais vraiment très gentiment, parce que on l'a souvent comparé à David Fincher. Parce que il y a, tu vois, surtout avec Memories of Murder, il y a cette patine un peu, tu vois, visuelle, il y a ces longs plans aussi, tu vois, donc, et il a dit, voilà, à quel point il admire David Fincher, mais il disait, mais je veux quand même juste rappeler que Memories of Murder, c'est sorti, je crois, 4 ou 5 ans avant Zodiac. Donc, je sais, parce qu'on a toujours tendance à se dire, non, vous avez été beaucoup influencé par David Fincher. Ouais. Il fait, oui, non, mais j'adore David Fincher. Mais j'ai quand même sorti mon film un peu avant. Mais ouais, même s'il est humble, il a raison, quoi. Oui. Non, mais c'est un cinéaste qui est passionnant. Après, juste pour revenir, sur le film, moi, là, quand je disais avant, je pouvais y faire une lecture un peu nietzschéenne, c'est que, moi, ce qui m'intéresse, c'est on a souvent parlé de ça dans l'émission, c'est les points de vue moraux. Et Nietzsche, il disait, enfin c'est un de ses aphorismes les plus connus, c'est il n'y a pas de faits, pas de faits moraux, on va dire, il n'y a que des interprétations morales. Et je trouve que dans ce film, ça s'y prête vraiment, mais à tous les niveaux, je veux dire dans une vue globale, même pour certaines scènes. À un moment donné, tu sais, quand le père de la famille bourgeoise, c'est la famille Park. Donc par duplicité, pour essayer d'intégrer la famille, il y a la jeune fille qui va laisser sa petite culotte dans la voiture du chauffeur. Et donc, lui va tomber là-dessus, et on va se dire, voilà, il va en faire une interprétation morale d'un fait qui n'est véritablement pas avéré, mais il va pas chercher à creuser, tu vois, ce mensonge-là. C'est que, c'est comme s'il voulait lui rappeler aussi à son chauffeur et à tout le monde dans la famille, c'est moi qui décide. Peu importe sur quoi je tombe, peu importe. L'interprétation, l'historique qui est derrière. Voilà, je ne cherche même pas à chercher les faits. Oui, c'est ça. Les faits n'existent véritablement pas, parce que on voit même pas la séquence, tu vois, où le chauffeur pourrait dire oui, mais ça c'est pas à moi, enfin non, il y a des interprétations, tu vois, morales qui sont faites parce que on est assis sur un statut. Et le statut de Monsieur Park, c'est moi le patron, je décide de tout. Vas-y. C'est le patron, et surtout on est comme tu dis, encore une fois, il y a un vrai mépris des classes, une humiliation. On n'a pas parlé des odeurs. Voilà, exactement. Ah oui, les odeurs, je pensais pas pouvoir être ému par une histoire d'odeur. C'est bête, mais l'odeur revient à plusieurs moments dans le film, et il y a une scène très émouvante où on voit le personnage visé qui sous la table, c'est ça, et qui respire son polo là, son exactement. Oui, cette scène-là, elle est forte. Ouais. Oui, les pauvres ont les pauvres puent. Les pauvres ont une odeur. Ouais. Les pauvres ont une odeur. Mais et en fait, ce qui est terrifiant, c'est que je vais peut-être m'inscrire un petit peu dans les pauvres. Je dois avoir aussi une odeur, mais je l'ignorais. Mais ce qui est terrible, c'est à la fin. Personne t'a dit ça. Moi, je me dis que t'avais une odeur. C'est vrai. Tu sens le petit beignet au chocolat. Je pensais que tu allais me dire que je sentais l'amour, le désir.
Ah, le beignet au chocolat, c'est bien. C'est pas mal aussi. Moi, en tant que stagiaire, je peux pas dire que tu sens fort. Donc, Ouais. Il tient à sa place. Ouais, fais gaffe. Il tient à la reconduction de son contrat. Non mais et quand tu parlais de l'odeur, enfin, ce qui est terrible, c'est que elle est, en fait, c'est l'acmé même de la scène finale. C'est comme ça qu'en fait, on va se retrouver dans ce dernier chapitre où justement, où en plus il y a pas de son. Tu vois le monsieur Park qui va à nouveau sentir quelque chose, mettre sa main sur son nez, et là ça va être le déclencheur. C'est-à-dire, déjà il n'a pas d'empathie pour un de ses employés qui est en train de se vider de son sang, mais plus pour l'enfant qui est tombé dans les pommes. Et en plus, il a encore ce geste-là, tu vois, ce geste de mépris, et qui du coup, qui va faire que Déraillé, quoi. le père, oui, va perdre complètement ses moyens. Et tout ça, tu peux le comprendre. Et là aussi, on peut être dans une interprétation morale en disant, ça se justifie, il a raison de commettre ce geste. Et pourtant, lui, va s'en repentir. Parce que après, quand il se retrouve à la place, enfermé dans le sous-sol, il s'en veut. Et il va, parce que les classes dominées ont cette habitude-là, d'être soumis. Mmh. Et il va s'excuser auprès de l'affiche, là, de l'affiche qui représente Monsieur Park. Ouais. Mmh. Et ouais, c'est quand même dingue. On en a parlé la dernière fois quand on parlait de Matrix. C'est quand on parlait, c'était la Boétie, c'est qui disait ça. Tu sais, en fait, tu te confortes dans ta situation d'asservi. L'asservissement, c'est volontaire. Même si tu veux te soustraire, tu vois, de ta situation, tu y trouves un certain confort. Et ben malgré tout, c'est comme je disais tout à l'heure, la vérité qui en ressort, c'est qu'on est inadapté. Tu penses tendre vers ça, ton but, c'est d'intégrer ce monde bourgeois pour t'en sortir, et pourtant tu n'es pas adapté. Finalement, tu retombes dans ta condition. En fait, il y a quelque chose de très pessimiste. Et quand tout à l'heure je disais oui, mais alors l'objectif du fils, c'est de réussir, de racheter cette maison. Enfin, c'est impossible. Cette maison doit coûter une fortune. Il va devoir bosser toute sa vie pour éventuellement la racheter. Donc, il y a quelque chose de chimérique là-dedans, de se dire, je peux quand même sortir de cette condition. Moi, je trouve son cinéma très triste, très pessimiste, et en même temps passionnant. Il est passionnant. Et c'est un film très très beau. Dans sa mise en scène, dans la photographie. Comme tu disais que la maison était un personnage, je l'ai trouvé très très bien filmé. Tout à fait. Et je pense que là, pour ma part, tu vois, j'étais assez. Pourtant, je suis très très cinéphile, mais le cinéma coréen m'était encore assez inconnu. Je pense que comme beaucoup, j'avais peut-être un peu peur de la langue, tout ça. Et en tout cas, pour ceux qui sont un peu réticents au cinéma asiatique, c'est une excellente porte d'entrée. Parasite. Ouais. Et parce que vraiment, encore une fois, c'est un film très populaire. Et c'est un grand divertissement, mais très très intelligent. Et si vous avez peur pour les auditeurs, si vous avez peur d'écouter le film en VOST, vous avez tort, parce que la VOST coréenne c'est génial. Ce serait vraiment dommage d'écouter ça en français, parce que ça perdrait toute l'authenticité de l'interprétation des personnages. Alors c'est le cas dans d'autres langues, mais je trouve que dans la prononciation, dans le phrasé, dans plein de choses, il y a plein de choses qui se dégagent. Et si tu passes en français, ça te coupe je pense, du pont. Ouais. Là où je rejoins Thomas, en fait, c'est que pas moi, du coup, ce que je dis. Si, mais tu vas voir, Mike. En fait, je vais faire une boucle, ça va être formidable. Génial. En fait, là où je rejoins Thomas, c'est que tu peux effectivement avoir, des doutes quant à ta capacité, c'est de compréhension, c'est d'un cinéma qui est complète, qui est un peu exotique. Mais la différence, moi qui regardais beaucoup de films hongkongais, beaucoup de films chinois quand j'étais plus jeune, le coréen, je ne comprends pas le coréen, mais le jeu des Coréens et le phrasé des Coréens, pour nous en Occident, est quand même en fait beaucoup plus accessible que le cinéma par exemple chinois, même japonais. Non mais même dans le jeu, tu vois. Alors je sais pas s'il y a une espèce de décalque, si finalement parce que on en parle beaucoup, on en reviendra après, mais cette espèce de soft power qui voudrait que les Américains ont tout mondialisé et que même les Coréens vont peut-être adapter leur jeu, leur manière de jouer. Je sais pas, je connais mal le cinéma coréen d'avant les années 2000, mais je trouve que dans leur jeu, dans la manière de s'exprimer, ça, pour nous, c'est plus simple en fait à saisir. Et là où je rejoins encore Thomas, je faisais quand même une petite boucle malgré tout. Et en fait, là où je rejoins Thomas, c'est que là où c'est une bonne porte d'entrée, c'est que je pense que le succès de Parasite, parce que c'est un énorme succès, c'est, je crois, quasiment 250 millions de dollars dans le monde, c'est
énorme. C'est le plus gros succès pour un film coréen. En France, je crois que c'est presque 2 millions d'entrées. C'est quasiment 2 millions. Ouais, c'est un truc énorme. Enfin, on s'en rend pas bien compte, mais je pense véritablement que quand il dit que c'est une porte d'entrée, c'est que une série comme Squid Game, qui est quand même la série la plus vue, tu vois, l'année précédente, ben, ça vient aussi de là. C'est qu'à un moment donné, il y a aussi eu une ouverture d'esprit. C'est de se dire, en Corée, après ces films-là. Ouais, il y en a eu d'autres, certainement. Il y en a eu d'autres. Je veux dire, Parasite, comme dit, il n'est pas venu comme ça de n'importe où. Il y a un cheminement. Il y a eu un travail qui a été fait, tu vois, par les exploitants, par les productions, tu vois, en Corée. Et ce film-là, véritablement. Catalyseur, comme on dit. Ouais, c'est quelque chose de catalyseur, ouais. Matriciel. Disons que Memories of Murder serait la matrice, vois-tu. C'est ça. Et Parasite serait le catalyseur. Disons que en fait, on fait une émission philosophique. Disons que les précédents films coréens, bien sûr, Parasite n'est pas le premier film coréen à avoir du succès, oui. Mais les autres films avaient plutôt un succès d'estime dans un cercle cinéphile, oui. Alors que Parasite a été dans un genre précis, dans le genre thriller sombre. Et alors que Parasite, c'est-à-dire que beaucoup de gens l'ont vu, même des gens moins aguerris, qui sont moins cinéphiles. C'était c'était encore une fois, c'était un vrai divertissement populaire. Ce qu'on a effectivement pas parlé là tout à l'heure quand j'évoquais le soft power, c'est que dans le cinéma, déjà de Bong Joon-ho, c'est très important. Il parle souvent, tu vois, du modèle américain, et dans ce film-là, encore plus, puisque à chaque fois, on nous rappelle que la réussite sociale doit se calquer par rapport au modèle américain. Si les jeunes arrivent à intégrer la maison, c'est parce qu'on a dit, oui, il a fait ses études à l'Illinois, oui, elle vient de Chicago. Il y a toujours une référence, effectivement, ouais. Voilà. Et c'est toujours ça, de se dire, ça, c'est un gage de qualité. Ouais. Ah, ça vient des États-Unis, on prend. Ouais. Alors qu'on nous vend quand même le modèle économique coréen comme étant maintenant le nouvel Eldorado technologique. Et bizarrement, malgré ça, on nous montre dès le départ que les classes dominées, les classes pauvres, sont tributaires technologiquement de ceux qui sont plus riches, puisque la Wi-Fi ne fonctionne pas, puisque le propriétaire a changé le code à Wi-Fi. Dans The Host, c'était encore plus marqué. Dans The Host, c'est que les téléphones portables, la technologie, ça a merdé, il n'y a rien qui fonctionnait convenablement, alors qu'on nous vend ce modèle économique coréen comme étant quelque chose de assez formidable. Et Bong Joon-ho tape là-dessus. Et moi, c'est là où ça me surprend, c'est qu'il est quand même extrêmement critique envers la politique coréenne, envers les dirigeants. Il fait des succès dingues. Donc, ça marche. On peut être, tu vois, subversif, on peut attaquer les gouvernements mis en place, on peut attaquer une société dans laquelle on ne se reconnaît pas et avoir quand même du succès. Tout en faisant un cinéma populaire. C'est là où il est très fort, c'est là où tu disais que c'est un auteur qui fait du cinéma populaire. Moi, on revient un peu à l'histoire. Moi, ce que j'ai adoré, c'est vraiment la stratégie qui a été mise en place pour que toute la famille puisse intégrer cette maison-là. C'est-à-dire que donc, le jeune homme entre par son ami qui l'invite à donner des cours d'anglais à sa petite protégée dont il est amoureux pour qu'elle ne parte pas ailleurs puisqu'il a confiance en lui. Et ensuite, lui intègre sa sœur en tant que prof de dessin pour le petit garçon, puis son père en tant que chauffeur, son père en tant que chauffeur, et le père intègre la mère en tant que gouvernante. Vraiment, et chacun participe à la montée, à l'intégration de l'autre. Et je trouvais ça sympa. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi parce que on est un cinéphile, on bouffe du film et du film, et tu sais ce truc assez classique, comme les films de braquage où on va constituer l'équipe. Moi, je trouve toujours ça très redondant, très programmatique. On prend un tel pour ça, on prend un tel pour ci. Ouais, c'est ça. Et là, je trouve la manière dont il monte le plan, elle est plutôt originale, elle est très ludique. Il y a toujours ce côté très corrosif, très mauvais enfant, très mauvais garçon comme ça. Et oui, moi j'ai trouvé ça très marrant. Ouais, parce qu'on pousse à la sortie ceux qui sont déjà en place. Et puis c'est surtout que ce que j'ai apprécié, c'est que chaque membre de la famille intègre un nouveau membre. C'est pas juste un mec qui dit tu peux penser à moi, je t'intègre ma sœur et puis tout ça. Non, c'est le fils qui intègre la sœur qui intègre le père et le père qui intègre la mère. Alors, en fait, c'est le truc que face à l'adversité, la famille est toujours soudée. Oui, c'est ça. Et ce qui est quand même terrifiant, c'est que même quand ils sont tous intégrés dans cette famille, qui perçoivent tous un salaire, pourtant, ils ne peuvent pas sortir de leur logement. Parce que tout ce qui est expliqué Bong Joon-ho, de toute façon, les loyers, l'immobilier est tellement cher, tellement onéreux en Corée, que même si les 4 membres de la famille bossent, ils peuvent pas sortir de cette cave. Leur idée, c'est quoi? Leur idée, c'est de toucher du doigt ce qu'ils pourront sans doute ne pas avoir, puisqu'en fait ils intègrent la maison, mais ils peuvent pas prendre possession de la maison puisqu'elle leur appartient pas. Il y a la famille déjà en place, à moins de la supprimer
cette famille-là. Mais c'est pas le but, en fait. Enfin, est-ce que le but final, c'était de supprimer cette famille-là et de prendre possession de cette maison? Alors, à un moment donné, ils en parlent. Voilà, c'est mais quand ils sont en train de boire autour de la table et ils disent, le père dit, c'est déjà notre maison parce qu'on est là en train de boire autour de la table, etc. Le but, c'est quoi? C'est juste d'intégrer et de toucher du doigt ce qu'on peut pas avoir, mais le vivre au quotidien. Ou alors, le but c'était d'en prendre vraiment possession en éliminant ceux qui y étaient déjà. Je pense qu'il y a quand même une idée d'être calife à la place du calife et un peu cette revanche des opprimés sur les plus riches, tu vois, parce qu'en effet il y a quand même cette scène où ils sont tous ensemble là, en train de picoler un soir. Ils sont clairement à la maison. Ils sont clairement chez eux. Ouais. Et moi, en fait, ce qui est rigolo, enfin, je sais pas si c'est voulu, quand tu dis donc qu'ils sont en train de picoler dans la baraque, en fait, ils reproduisent le schéma, tu vois, du prolo qui va bouffer des chips, qui va picoler, dans un cadre qui n'est pas le sien, mais qu'il essaye de s'approprier. C'est de te dire, bon, allez, normalement à Rome, tu fais comme chez les Romains, mais là non, tu vois, à Rome, tant pis pour Rome, on va investir Rome et on va se l'approprier, et quitte à le bousculer. Et effectivement, voilà, on s'étale sur le canapé, on picole, on balance des chips partout. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le supplice de Tantale, c'est un peu ça, c'est t'as un but, mais véritablement tu n'arrives pas à l'atteindre. Et quel est ce but-là? Le but, si c'est s'approprier la maison, ça reste quand même la finalité, puisque le fils, il voudrait quand même la racheter, malin. Mais il veut la racheter pour faire sortir de son père de la situation dans laquelle ils se sont mises. Ouais. Où il s'est mis. Mais lui, il a quand même, je pense, depuis le début, quand même une volonté de se sortir de sa condition. C'est un gamin qui fait des études, il est en comparaison aussi avec un de ses potes qui est plutôt dans la réussite. Ouais. Et en fait, il a cette volonté-là. Mais voilà, ils sont rattrapés par une réalité économique et sociale. Moi, il y a juste une question. C'est le symbole de la pierre qui a été offerte au début par Kim, je crois, il s'appelle, un truc comme ça, le pote. Le pote, ouais, il est venu, puis dans le sous-sol où ils habitent et il a offert une pierre. Je ne sais pas d'où elle vient, d'où elle sort. Elle réapparaît dans le film parce que à la fin, elle est utilisée c'est le fusil de Tchekhov, quoi. Ah, c'est ça. Mais en fait, elle a quoi comme symbolique? Elle représente quoi? Parce que j'ai pas saisi. A priori, il y aurait une symbolique en Corée, ces pierres-là, il y a quelque chose apparemment de. Ah, c'est culturel. Donc ouais, j'avoue, j'ai pas la ref et j'ai pas saisi. C'est drôle parce que moi, sur mes notes, j'ai un petit carnet de notes, j'ai en effet noté symbolique du rocher, point d'interrogation, parce que moi non plus, je suis passé à côté. Hein. Parce que oui, elle est apparue, on l'a vue à la fin, mais je sais pas. Au-delà de la symbolique, effectivement, au niveau de la mise en scène, c'est un fusil de Tchekhov qui marche plutôt bien. Mais c'est vrai que là, lacune de notre part, on n'a pas creusé le sujet. Okay. On aurait dû se concerter. Et juste, ce qu'on n'a pas parlé de ce passage, mais que je trouve extraordinaire dans le film, il y a une scène d'inondation, de tombée des eaux. Encore une histoire comme je parlais tout à l'heure de d'érétisation, de vouloir noyer les bas-fonds au final, mais une scène d'inondation terrible et d'une force symbolique extrêmement forte, hein, avec ces toilettes qui débordent. Enfin, c'est dégoûtant, quoi. Hein. Ouais, c'est clair. Et tout ça a été reproduit en fait en studio. Ils ont reproduit la rue et cette rue-là, ils l'ont intégrée dans un immense bassin rempli d'eau. Ils ont tout refait. Inondé. Ouais. C'est refait sur un immense plateau. C'est comme la maison. La maison, elle a été créée, cette maison-là. Alors il y a le niveau qui n'existe pas. C'est un fond bleu. Parce que tu sais, quand tu vois les plans extérieurs de la maison, donc t'as le rez-de-chaussée qu'ils ont véritablement fabriqué, hein, qu'ils ont créé. C'est pour ça permet aussi cette mise en scène, ces mouvements de caméra et le placement des personnages, on a dit de manière un peu symétrique, parce qu'une maison comme celle-ci n'existait pas, il fallait la créer. Ils l'ont créée selon les besoins de mise en scène de Bong Joon-ho. Mais par contre, le haut n'existe pas, c'est un fond bleu. Non, il y a eu un gros travail technique pour ce film. Et qui, malgré tout, c'est à peu près un équivalent de 12 millions de dollars. De quoi? Ce qui est pas énorme. Le budget. Ah, le budget. C'est rien du tout pour un film américain. Hein. Bah voilà, mais et là en Corée, c'est pas mal, tu vois. Mais je veux dire, c'est qu'en France, des budgets à 12 millions. On te fait quoi? On te fabrique quoi avec 12 millions en France? Bah, je vais probablement dire une bêtise, hein, on pourra me contredire. Je crois que le dernier film, la Eiffel, ça avait coûté 30 millions. Même s'il y a des beaux plans, il y a des trucs pas mal, on est dans la reconstitution historique. Je me dis que quand ce que je vois quand même dans Parasite, pour la moitié, grosso merdo, c'est quand même plus impressionnant. Mais bon, après, voilà. Mais c'est le problème dont on parlait tout à l'heure. C'est quand on compare les thrillers coréens avec ce qui se fait en France. Et voilà, et je veux pas dénigrer parce que je suis le premier toujours à défendre le cinéma de genre français. Mais
on a souvent été un peu dans la comparaison, moi le premier, en disant putain, pour l'équivalent d'à peu près de 4-5 millions d'euros, ils nous font des thrillers de dingue, avec une photo hyper léchée, enfin avec des scènes d'action dingues. Et bon, il y a un savoir-faire, mais c'est un savoir-faire qui bizarrement est quand même relativement récent malgré tout. Mais bon, ils sont impressionnants. Ils sont impressionnants. Quelque chose à rajouter sur Parasite? Du tout, non. Non. Regardez-le. Ouais, voilà. Alors pour vous, rien à dire. il est disponible en VOD sur Google Play, sur plein de plateformes VOD. Je les connais pas toutes. Il dure quoi, 2h15, 2h12 de mémoire. Oui, mais ça passe. Et ça passe très vite. Ça passe très bien. Ouais. Ouais. En tout cas, vous allez apprécier ce moment-là, et puis vous allez peut-être découvrir le cinéma coréen que moi j'ai découvert avec le film Slasher. Ah, The Chaser. The Chaser, un slasher, mais The Chaser, c'est un slasher. C'est un thriller, ouais, c'est un thriller, mais c'est The Chaser. Et et j'ai adoré ce film. Ouais, vous parliez tout à l'heure. Alors, je pense peut-être que vous en avez déjà parlé dans l'émission. Si ce n'est pas le cas, je viendrai. C'est Dernier Train pour Busan. Regardez-le, Oui. c'est formidable. Ouais. La suite, c'est un peu moins bien, mais c'est vrai que C'est nul. La suite est pourrie, il faut pas la regarder. Mais il y a un Busan, côté Z, formidable. non, mais ouais, un train pour Busan, c'est vachement bien. Eh ben, on va passer à la deuxième partie de cette émission, les actualités du cinéma. Alors les amis, on va parler du film de The Belfast. Belfast, pas The Belfast, Belfast. Est-ce que chef, est-ce que je peux prendre le temps, parce qu'on dit tout, de chercher 2-3 bières? Ah oui, tu peux. Tu fais le pitch et... Ouais, bah vas-y. je peux chanter Allez. par instant Everlasting Love. Ah oui, j'adore cette chanson. C'est qui cette chanson d'ailleurs? Alors, c'est un chanteur irlandais hyper connu dont je n'ai plus le nom, mais apparemment plusieurs de ses chansons sont reprises dans le film. Mathieu, on va chercher les bières s'il te plaît. Tu vois, tu es ton statut de stagiaire. Bah, c'est le moment où je passe sous le bureau parce que nous sommes en tête à tête. Donc Belfast, donc le pitch de Belfast, c'est ce film-là qui revient sur les troubles et les émeutes communautaires qui ont secoué la ville d'Irlande du Nord dans les années 60, opposant les catholiques et les protestants, et le tout sur un fond d'indépendance de l'Irlande du Nord. Alors, est-ce que tu l'as vu quand, toi? Il est encore frais dans ta tête? Alors, je l'ai vu il y a 2 semaines, ça va, il est encore à peu près frais dans ma tête. D'accord. Ouais. Tu connaissais les films de Kenneth Branagh? Alors, Kenneth Branagh, je le connais en tant qu'acteur, je le connais aussi en tant que réalisateur, même si après c'est pas une sommité, c'est pas une référence, puisque Kenneth Branagh, tu disais qu'il était acteur, donc moi j'ai vu, il a joué dans les plus connus, il a joué dans Harry Potter, La Chambre des Sorciers, dans Valkyrie, dans Good Morning England, pardon, récemment dans Dunkerque, dans Tenet aussi, il faisait un méchant. Ah ouais. Et le Crime de l'Orient Express de 2017. Bah, c'est les réalisateurs de Orient Express. Oui, mais il a joué dedans aussi. Hercule Poirot, ouais, tout à ouais. fait, ouais, c'est ça. Ouais. Et il a réalisé Henri IV, Le Chant du Cygne, Frankenstein de 94, Hamlet. Disons que dans les années 80. Thor en 2011, Le Crime de l'Orient Express, donc on l'a dit en 2017. Et Mort sur le Nil, l'Hercule Poirot qui est sorti cette année. Disons que dans les années 90, il a pas mal été assimilé en effet à ses adaptations de Shakespeare. Donc je pense que oui, Henri IV, Hamlet, tout ça. Mais et ensuite, alors après, dans les années 2000, il est parti dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en effet, il est passé par du Marvel, par du Cendrillon, par les adaptations d'Hercule Poirot. Plus récemment, il y a eu, je ne l'ai pas vu, mais apparemment il y a eu Artemis Fowl qui était terrible. Donc, disons que Kenneth Branagh, moi personnellement, quand j'allais voir Belfast, j'y allais pas reculons, mais j'avais un peu peur. Et toi, Mathieu? Alors moi, Kenneth Branagh, en fait, c'est compliqué. Moi, j'ai découvert Kenneth Branagh quand j'étais gamin à la télévision, et je me souviens coup sur coup, ils avaient passé Dead Again, Peter's Friend, et j'avais adoré ces films-là. Mais vraiment, c'était des films très intimistes, et quand il y a eu la promo de Belfast, on nous a vendu ce côté intimiste à nouveau de ces premiers films. Et donc, du coup, j'étais très, très... Alors, je vais faire une précision, tu as un aparté. Mike nous a réglé les micros. Donc, du coup, vous allez vous rendre compte que des fois, on semble très loin, des fois très proche. On n'est pas encore habitué à nos nouveaux réglages de micro. Tu vois, là, c'est très fort. Là, c'est très fort. Recule un peu. Ouais. Là, c'est bon. Essaye la bière, goûte la bière pour voir ce que ça donne. Ah oui. Alors, c'est frais. Tu as entendu, maman? J'ai entendu le glouc. Ok, alors je reprends. Oui, et par contre depuis quelques années, il s'est un petit peu vendu au studio. Il a fait énormément de films à gros budget, des blockbusters qui sont tous plus ou moins nuls.
Je veux dire, Thor, c'est quand même la quintessence. Alors, on va dire chez nous une obsession sur les Marvel, mais son adaptation de Thor, c'est quand même très triste. Hein. C'est voilà. Tu n'as pas vu ? Non. Mais tu as beaucoup de chance. Tu as beaucoup de Thor. chance. Tu as Thor. Par contre, moi, j'aime beaucoup effectivement ces différentes adaptations Shakespeare. J'avais beaucoup aimé le Hamlet. J'ai vu il y a pas si longtemps que ça la version longue qui avait fait de 4 heures. C'est vrai que j'aime beaucoup. Voilà. Donc du coup, moi j'y vais pas à reculons. Mais là, c'était un film un peu autobiographique en quelque sorte. Il a mis en scène son enfance. Oui, parce qu'il est lui-même irlandais, il a vécu avec Belfast, donc après bon, il met en scène une enfance idéalisée, on va dire. Après, je pense que là, en effet, c'est marrant parce que en espace de 2-3 semaines, on est passé il a 2 films qui sont sortis, parce qu'il y a Mort sur le Nil qui est sorti début février. Bon, ça, c'est le Covid oblige, tout a été reporté. Donc, on passe quand même d'un gloubi. Je n'ai pas vu Mort sur le Nil, mais j'avais vu Orient Express que j'avais trouvé abominable. Donc, de ce que j'en ai entendu, c'était un gloubi-boulga abominable aussi, le Mort sur le Nil. C'est un Cluedo, quoi. Ouais, mais on peut faire des bons Cluedo, comme c'est un Whodunit, ouais. Voilà, oui, c'est un Whodunit. Et là, il est passé à un film beaucoup plus intimiste. Alors après, est-ce qu'il cherchait à faire la machine à Oscar? Il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais en effet, là, il va plus exprimer sa sensibilité. Il va plus revenir sur des thématiques qui lui sont personnelles et chères. Bon, je pense qu'il a vu, tu vois, le Roma de Cuarón. Et on le sent même dans la patte. Tu vois, c'est très inspiré. Il s'est dit, lui, il a réussi à le faire. Je vais faire pareil. Ça va me coûter pas trop cher parce que bon, il y a un peu de reconstitution, mais ça reste quand même assez, tu vois, limité à une rue à Belfast. Bon, le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? C'est un feel-good movie. Il y a des moments plutôt sympathiques, ça, à mon avis. C'est typiquement le genre de film. Très honnêtement, quand je vois ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'académique, malgré ce noir et blanc un peu travaillé. Il y a quelque chose de très académique, mais qui passe bien. C'est vu. C'est digéré, c'est apprécié, c'est oublié. Ouais, j'ai vu le film, j'ai bien aimé les comédiens. Oui, voilà, c'est ce que je retiendrai. Moi, c'est l'interprétation le jeu d'acteur des jeunes. Le gamin, il est génial. Ouais. Le gamin, il est super chou, il est assez formidable. Et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est que malgré la différence, tu vois, d'époque, et puis le contexte historique qui est quand même très, très effleuré, hein, mais après, c'est pas tellement la question. L'aspect politique, on va rien en apprendre parce que c'est à travers les yeux soit d'un gamin ou soit d'une famille. Et en fait, t'as l'impression que tu pourrais reporter tes propres souvenirs d'enfance. Moi, quand je vois le gamin, c'est jouer, c'est oui, tu te vois, oui. Bah, j'ai le souvenir de comment j'étais gamin, moi, dans les années 80, toi. Donc, il y a 20 ans de différence, mais c'est à peu près le même regard, le regard qu'il a sur la jeune fille, dont il est amoureux, c'est très attendrissant, tu vois. On a vu ça plein de fois, mais ça marche. Chez moi, ça fonctionne toujours. Et qu'est-ce que la couleur, c'est la couleur sépia qu'il a utilisé. C'est pas du noir et blanc, hein. C'est noir et blanc. Noir et blanc. Ah, c'est pas sépia? Ah, c'est noir et blanc. T'as vu le film sur quelle chaîne, toi? Ah non, je sais pas. Non, mais c'est le sable du Sahara qui était dans la salle. Non, alors noir et blanc, parce que moi je pensais que c'était du sépia. Bon, je sais pas, non, mais là je me remémore le film et j'avais l'impression que les couleurs étaient un peu plus chaudes que du noir et blanc. Non, bon, alors, je sais pas, j'ai pas ce sentiment-là. Il y a quelques incrustations colorisées et le film débute parce que voilà, alors ça c'est pareil, c'est très académique, hein. Tu commences le film en couleur pour dire qu'on est dans l'époque contemporaine, et tu passes au noir et blanc pour dire voilà, on est dans le flashback. Bon, c'est très éculé, hein, comme manière de procéder. Mais alors, bon, petite idée un peu maligne que j'ai bien aimé, même si en effet ça vient un peu avec des gros sabots. Quand ils vont au cinéma et qu'ils regardent un film, t'as quelques scènes au cinéma, je crois qu'il y en a 2, le film est en couleur et un peu cette idée de dire que la vie elle est un peu plus terne, surtout voilà, on est quand même dans un contexte où la menace se pointe et est tout coin de la rue. Et quand on va au cinéma, le divertissement, la couleur, ça ramène de la gaieté. D'accord. Voilà, donc le choix du noir et blanc, et pas du sépia, le choix du noir et blanc, c'était volontairement pour ancrer un choix esthétique. Mais ancrer l'histoire dans une époque, quoi. Après le noir et blanc, franchement, je l'ai trouvé très beau, hein. Franchement, moi c'est très beau, c'est très esthétique, mais en termes de sens, il aurait été en couleur, ça aurait été la même. Ça aurait rien changé pour moi. C'était ma question. Non, mais comme je dis, c'est vraiment l'effet éculé de se dire, je passe au noir et blanc pour montrer qu'on est dans un flashback, on est dans le passé. Et moi, au début, j'étais un peu intrigué. Enfin, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, le drone au début. Tu vois, les films, on utilise beaucoup le drone dans les films maintenant pour avoir des plans un peu, voilà. Et là, parfois. C'est publicitaire, hein. Mais là, c'est publicitaire. Et là, le début du film jusqu'à le passage en noir et blanc, quasi, hein,
c'est que des images de drone. Tu penses images de drone. Non mais ça pourrait être un documentaire de National Geographic. Sur Belfast, quoi. C'est pour nous montrer à quel point Belfast peut être en même temps atypique et en même temps très accueillant, très beau. Et je trouve que c'est une facilité, non, Non mais c'est d'autant plus une facilité que tu emploies ce système-là, donc par un drone, tu y mets de la couleur, tu fais quelque chose de très publicitaire, et après tu bascules dans ce noir et blanc esthétisant pour te montrer que tu es dans un flashback, que tu es dans le passé et qu'il y a quelque chose de conflictuel au milieu, tu vois. Enfin, alors que voilà, on a réussi à s'en sortir. Alors on nous montre aussi le Titanic, c'est voilà. Bon, tout ça est un. Il faut être plutôt dans un mood où tu es très ouvert à ce côté un peu chewing-gum. Moi, c'était mon cas ce jour-là, c'est pour ça que j'ai passé un bon moment. Ouais. Voilà. Et en plus, moi, t'en parlais, c'est quand ils vont au cinéma. Bah, c'est tout ce que j'aime. Quand ils vont au cinéma, ils vont voir des séries B, ils vont voir un film de la Hammer, ils vont voir Raquel Welch, tu vois, en petite tenue qui combat des dinosaures. C'est tout ce que j'aime. Et la petite réplique de la mère au père qui dit je vois pourquoi t'as choisi ce film-là. Mais bien sûr. Là, on en a parlé la dernière fois là quand on disait Carpenter. Non, je sais plus dans quelle occasion on a parlé de ça. Carpenter qui disait mais un film de la Hammer avec Raquel Welch en bikini qui combat des dinosaures. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de mieux dans la vie? Et c'est vrai. Et moi, je me mets, c'est pour ça que, voilà, le gamin me touchait beaucoup. C'est parce que je voyais ça aussi avec ces yeux-là. Je dis, quand t'es gosse. Oui. Bien sûr, c'est formidable. En tout cas, je sais pas quel âge il a, ce gamin, mais moi, j'ai trouvé qu'il jouait parfaitement bien, quoi. En plus, il a, des dialogues. Il a beaucoup de dialogues, ce gamin-là. Oui. Après, il a un côté un peu angélique. Ah bon, moi perso, je t'avoue, je l'ai trouvé un peu tête à claque, mais. Oui, parce que c'est le cliché du blondinet un peu parfait. Tu n'as pas d'âme, Thomas. Il arrête pas de sourire. J'aime pas les enfants. Alors, c'est vrai que. Non mais. J'aime pas les enfants. J'y allais un peu. Disons que c'est sûr tout le film est sur le point de vue de cet enfant. Hein, vraiment le vrai personnage du film. C'est lui. C'est l'enfant. Après, pour ma part, moi, je suis un peu comme Mathieu. Hein, je suis un peu mitigé sur le film, j'en pense pas grand chose, je le trouve plutôt mignon. Je trouve, j'ai toujours l'impression que le film il se voudrait plus grand que ce qu'il n'est au final, et finalement il m'en ressort un sentiment de je me suis poliment ennuyé, c'était poliment joli, mais voilà, il y a pas vraiment, ça va pas très loin. Après, pour revenir sur le casting, c'est pareil, j'ai pas été en plus qu'emballé que ça, à part, je veux citer le personnage de la mère, qui, alors je vais certainement écorcher son nom, c'est Kaitrona Balfi, je ne sais pas, qui, pour ceux qui regardent la série Outlander, est l'héroïne depuis 6-7 saisons ou plus de cette série-là, qui est formidable. Elle est vraiment, pour moi, c'est le cœur du film, hein, vraiment. Ah oui, non, l'interprétation est dingue, et c'est le seul personnage qui est véritablement écrit aussi, et qui porte le film plus que le gamin. Le gamin, même si moi, à la différence de Thomas, j'aime beaucoup les enfants. D'ailleurs, j'en veux. Right now. Non, mais lui, le gamin, c'est vrai qu'on dirait qu'il sort d'une pub Kinder. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça assez attendrissant. Elle est fantastique. Là où je te rejoins, c'est que il y a aussi un côté des fois surécrit pour certains personnages. Même si ça me touche, je pense au personnage de Judi Dench avec Ciara Hinds, donc papy et mamie. C'est surécrit, il y a un côté très pathos. Bon, je le répète, moi j'étais peut-être dans un mood ouvert à ça. Ça m'a touché. Rétrospectivement, quand j'y pensais, c'est tout ce que je déteste, tu vois, au cinéma, parce qu'il y a l'impression qu'on te prend un petit peu en otage sentimentalement, tu vois, avec les émotions. C'est un peu con et un peu cucu. Bref, je comprends pas comment ce film-là, mais ça va. Comment ce film-là peut être nommé aux Oscars, je ne comprends pas. Et en même temps, ça me conforte dans ce que je pense de ce type de cérémonie, parce que, comme tu disais, c'est un film qui a la volonté d'être un film à Oscar. Tout à fait, c'est vraiment un film. Il a été fait pour ça. Oui, voilà, c'est vraiment le film typique des Oscars. Après, je pense qu'il va pas repartir avec grand-chose. La petite honte, la petite colère que j'ai par rapport aux Oscars cette année, c'est que quand même, donc je reviens sur Kaitrona Balfi, qui était sur plein d'autres cérémonies, que ce soit BAFTA, SAG, etc., Golden Globes, qui était nommée en second rôle féminin. Elle a été snobée aux Oscars et on l'a remplacée par Lady Judi Dench, qui franchement pour moi a beaucoup moins de choses à jouer, qui a fait sa carrière, c'est bon, je veux dire. Et c'est un gros snub. Et j'étais vraiment très déçu pour elle. Et en plus, elle est incroyablement belle. Je devrais pas dire ça, je vais nous passer pour un beauf, mais elle est magnifique. Elle a des jambes. Le noir et blanc lui va tellement bien. Elle est d'une élégance folle. Ah oui, et en fait, quand tu la vois, alors je sais pas si on était d'accord à ce sujet, mais Jamie Dornan,
tout comme elle, je trouve que le noir et blanc leur va très bien parce que j'avais l'impression de voir ces anciennes gloires du cinéma hollywoodien. D'accord. J'avais l'impression, je sais pas, moi je voyais Sid Charis avec, tu vois, avec Cary Grant, pourquoi pas, tu vois. Et quand ils dansent, la séquence de danse, elle est pas hyper bien chorégraphiée, mais ça a aucune importance parce que ça transpire d'une espèce de véracité, de sincérité, et en même temps quelque chose de très glamour que tu pouvais trouver dans les vieux films hollywoodiens. C'est très poétique entre les deux barricades, la rue qui est encerclée, et eux, ils dansent. C'est très poétique. Oui, je pensais aussi à la séquence de danse, une espèce de bal là. Moi je pensais à cette danse là dans la rue. Ou même lui chante d'ailleurs. Everlasting Love. Exactement. Et je le trouvais hyper beau et charismatique, tu vois, le gars. Alors, je dois reconnaître que moi, alors il est surtout connu pour comment il s'appelle? Voilà. Que j'ai jamais vu. Ah, c'est lui? Oui, l'acteur? Oui. Moi, j'ai jamais vu. Ah, c'est Christian Grey, le mec. D'accord. Donc, voilà. Moi, les seuls films, donc, je les ai notés, les seuls films où je l'ai vu, moi, c'est dans Synchronique et La 9e vie de Louis Drax d'Alexandre Aja. Donc, à chaque fois, je le trouvais bien. Donc, je le connaissais pas plus que ça, ce garçon, mais je le trouvais plutôt pas mal. D'accord. Et là, pareil, enfin, c'est pas un gars non plus à qui tu vas filer des récompenses, mais il fait le job. Oui, voilà. Et puis, je trouve. Il est beau. Je le trouve incroyablement beau. Surtout dans ce film-là, je le trouvais vraiment qu'il dégageait un truc dingue. Et c'était un couple vraiment magnifique. Couple très glamour. Donc, je souffle le glamour du couple. Je sauve la tête à claque du gamin. Parce que je le trouve assez mignon. Et voilà. Et c'est tout. C'est pas mal. C'est pas mal. Comme on a dit, c'est un feel good movie. Après, on n'a pas trop spoilé en plus, mais il y a rien à spoiler parce que l'histoire on la connaît. Non, il y a rien à spoiler. On n'a même pas raconté l'histoire. Après, si dans le pitch j'ai un peu raconté. Mais je sais pas, je cherchais bien. L'histoire et le pitch, c'est-à-dire qu'après, par contre, oui, si vous y allez pour un film historique sur le conflit, non, tu n'y apprends rien. Tu n'apprends rien du tout. Hein. Non, tu n'y apprends rien, c'est juste contextuel, quoi. Oui, c'est ça. Ok. C'est contextuel. On va passer au film Goliath. Alors, Goliath, film de, je ne sais plus comment il s'appelle, de Frédéric Tellier. Alors, Frédéric Tellier, on le connaît parce que moi, j'ai vu un film de lui que j'ai beaucoup aimé, c'est l'affaire SK1. Sur l'affaire de comment il s'appelle, Guy Georges, voilà, c'est ça. Il a fait Sauver ou périr, toujours avec Pierre Ninet, c'est ça, hein, où il joue le rôle d'un pompier, donc Goliath, et il a pour projet, en 2023, de faire les 11 vies de l'abbé Pierre. Tout à fait. Avec Benjamin Laverne. Et ça me tente pas mal, ça. C'est vrai ? Ouais, ça me tente pas mal, surtout que j'aime beaucoup Benjamin Laverne, donc j'irai voir. Ouais, j'adore. Je vais faire un petit pitch du film Goliath. Donc, c'est l'histoire d'un pesticide qu'ils ont inventé. Le nom l'ont inventé, c'est la tétrazine, qui est suspecté de provoquer des cancers, notamment chez les agriculteurs. Alors, d'un côté, on a un avocat qui est joué par Gilles Lelouch, qui défend les agriculteurs malades du cancer, et de l'autre, un lobbyiste qui est joué par Pierre Ninet, qui défend le produit phytosanitaire. Et voilà, ça c'est le pitch. Et t'oublies le troisième point de vue, parce que le film est sur trois points de vue, puisque le troisième point de vue, c'est Emmanuelle Berco, qui elle est femme, c'est une activiste écologiste. Écologiste et femme d'agriculteur malade. Aussi. C'est pas un agriculteur, il est voisin. Il est voisin d'un agriculteur, oui. D'un agriculteur qui a semé les pesticides sur ses champs. Ouais. Donc, Mathieu, ton avis. Donc j'ai bien aimé le film. C'est ce qu'on appelait un film dossier, tu vois, à l'époque. C'est dans cette veine. Alors, à la différence du film qu'on avait traité la dernière fois, tu vois, dont évidemment maintenant le nom m'échappe, mais toi tu t'en souviens parfaitement. Sur quel Avec Pio Marmaille. Enquête sur un scandale d'État. Voilà, où là, je trouve qu'il prenait le film dossier à contre-courant. Là, on est vraiment dans cette veine du thriller un peu politique à l'américaine, avec les codes inhérents au genre. Voilà, ça fonctionne bien. Il commence en plus. Tu as pas dit, je trouvais ça intéressant. Le cartouche de début de film, généralement on dit le film est inspiré de faits réels, voilà, mais sauf que toute ressemblance avec les personnes existantes est complètement fortuite. Et là ils disent le contraire, tu vois, ils disent n'est ni fortuite ni involontaire. Et ça, c'est emprunté à Z de Costa Gavras. Le film commençait comme ça. D'accord. Film. Et tu vois là du coup où ils vont, vers quoi ils tendent. Et je trouvais ça plutôt intéressant, surtout que alors si on veut prendre le film simplement, on pourrait y voir une espèce de manichéisme. Et je trouve que c'est plus subtil que ça. Je trouve que le personnage de Pierre Ninet, qui joue le lobbyiste, donc inévitablement, de par sa position, de par son rôle, dit c'est le grand méchant. Il représente les grands méchants. On va pas se mentir, c'est vrai. Le cas. Sauf que ils l'ont totalement humanisé.
il le montre aussi dans son quotidien, à quel point voilà, c'est un papa ou un beau papa voilà, très généreux, très. Il amène voir sa fille Ariana Grande, toutes ses copines. C'est ça. Alors et la honte. Non mais là je savais pas qui c'était Ariana Grande. C'est là où je me rends compte à quel point je suis complètement déconnecté. Je ne savais pas qui c'était. Quand je voyais toutes ces jeunes filles qui étaient super excitées, je me disais cette jeune femme doit être connue. Donc maintenant je sais qui est Ariana Grande. Voilà. Donc il est extrêmement généreux avec sa belle-fille. Sa belle-fille. On sent que même lui en fait, ce que j'aime bien, c'est que ces lobbyistes il leur donne un visage humain pour montrer que dans leur quotidien, ce sont des gens, j'en suis persuadé, je caricaturais, qui vont donner la pièce au clodo. Normaux, ouais. Qui vont donner 50 000 € par an au Resto du Cœur. On peut dire que c'est pour se racheter une conscience, tu vois. Mais ils le font. Il est de cette nature-là. Donc, ce qui fait que le personnage n'est pas aussi, on va dire, aseptisé dans le genre, voilà, c'est le méchant, il pourrait être, voilà, cocaïnomane. En plus, il y a une scène que j'aime bien. Quand il est avec son pote lobbyiste, il se trouve, je crois que c'est en Russie au début du film. Ah, dans un bar à hôtesse. Dans un bar à pute. Sans le vouloir, hein, lui. Sans le vouloir. Et typiquement, c'est dans n'importe quel film, on dit, il va se taper une pute. Il va taper dans la coke, il va taper dans les putes. Mais non. Parce que c'est pas comme ça, parce qu'il est pas comme ça, parce que c'est un mec qui est amoureux de sa femme, parce que voilà, il va être papa. Tu vois. Tout ça, alors ça peut être éludé, et peut-être qu'on ne le voit pas, mais c'est pas comme ça qu'on nous présente le personnage. Il est humanisé. Ouais. Il est complètement humanisé, et ça, je trouvais ça assez intelligent. Et ça peut être contextuel aussi, c'est-à-dire que, en fait, dans ce film-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment un lobbyiste à l'œuvre et jusqu'où un mec peut aller. Alors qu'il est pas forcément d'accord avec ce qui se passe, mais lui il fait son travail parce qu'il est payé pour ça, mais aussi mais peut-être pour aussi garder son statut social et garder le statut social pour offrir une belle vie à sa belle-fille, une belle vie à son fils à venir, etc. C'est un personnage qui aime l'argent, hein, clairement. Oui, non mais bien sûr. Qui défend coûte que coûte ses convictions. Après, tu vois, mine de rien, et c'est ce que j'ai ressenti devant ce film. Bon, je le dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé le film, mais mine de rien, le personnage qu'on retient le plus, c'est le lobbyiste. C'est vraiment celui qui en ressort. C'est le personnage le plus ambigu, le plus ambivalent. Je trouve que la performance de Pierre Ninet est dingue et toujours dingue en fait. Ce gars, il est en train de se faire une superbe carrière. Et je trouve en effet que le film est passionnant sur le métier de lobbyiste que moi j'ai toujours trouvé très très opaque. J'ai toujours eu un peu du mal à comprendre ce métier, et je trouve que le film, même si parfois il y va avec des gros sabots, mais le film il montre bien ce que c'est le travail de lobbyiste, la manipulation des images, la manipulation des mots. Et après, en effet, il est humanisé dans son quotidien, mais après on voit comme mine de rien, ça fait finalement ça rejoint un peu ce qu'on disait Parasite. On est quand même sur des différences de couches sociales, parce que quand même on a quand même 2 anniversaires dans le film qui s'opposent. T'as quand même une gamine qui reçoit des cadeaux Prada, ce qu'on voit bien en gros la marque, et l'emmène voir toutes ses copines en limousine à voir Ariana Grande. Et t'as à contrario le Manuel Berco, donc c'est plus populaire, c'est les petits enfants avec le petit gâteau d'anniversaire tout simple. Donc voilà, on est quand même sur à nouveau un peu un film de fracture sociale. Et voilà, mais ce personnage est passionnant. Vraiment, on aurait pu faire un film entier sur lui. Je demande un spin-off. Mais surtout parce que c'est un personnage effectivement qu'on ne connaît pas, et surtout à travers ce biais-là, ce point de vue-là. Parce que le personnage de Gilles Lelouch, qui joue le rôle de l'avocat repenti, qui a un petit peu frayé justement avec ces milieux-là, et qui du coup, je pense aussi qu'il est véritablement sincère. Il fait pas que se racheter une conscience. Il est sincère dans sa démarche. On a déjà vu ces personnages-là. Le personnage d'Emmanuel Berco, que moi je trouve très bien écrit, mais on l'a déjà vu 1000 fois. Le personnage de Pierre Ninet, moi je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un personnage de cette nature-là. Oui, mais pas avec ce point de vue-là. Là où par contre, là tu parlais tout à l'heure, on peut voir d'une séquence à l'autre, tu vois, le monde, tu vois, du lobbyiste et le monde, on va dire un peu plus prolétaire. Moi, ce sont des séquences c'est là où je suis un peu en désaccord avec le film, où du coup j'étais par moments un peu agacé. Je trouve que ce sont des facilités en fait de mise en scène. On voit l'immolation, tu vois, de la jeune femme au début. La séquence qui va suivre, des bougies sur un gâteau d'anniversaire. On va voir, c'est quand ils vont dans un château en Normandie pour bouffer. Après, séquence suivante, on voit effectivement l'espèce de banquet, tu vois, chez les prolos.
je trouve que c'est pas ça, pour le coup, c'est pas subtil du tout. Je trouvais que le film dans son ensemble, surtout le personnage de Pierre Ninet, était assez bien finaux, assez subtil. Et ces transitions de séquences, des fois je me disais, là c'est lourdingue. Là c'est un peu lourd. Oui, en effet, c'est ce que je disais, ça y va un peu avec les gros sabots, tu vois. C'est vrai que moi, éventuellement, ma petite réserve sur le film, tu vois, tu disais, c'est le personnage de Gilles Lelouch, ce personnage un peu éculé, de l'avocat, ça aurait pu être un flic aussi, c'est pareil, en pleine repentance, avec une histoire sentimentale compliquée, qui va tout le temps picoler tout seul au bar. J'ai beaucoup aimé son interprétation à Gilles Lelouch, il est très bien. Et la scène où les parents, dans son cabinet d'avocat, où les parents, scène, ça. Ouais, où les parents viennent, donc les parents d'une des victimes qui est morte d'un cancer du sang, je crois bien, hein, c'est ça, qui vient dans le bureau pour dire qu'ils ont accepté l'offre du groupe. Ils ont accepté d'être corrompus. Voilà, et pour 300 000 €, tu vois, enfin, et là tu te dis, waouh, tu te dis en fait, parce que ils pensent qu'ils vont pas gagner, que David va pas gagner contre Goliath, enfin, ils ont accepté 300 000 € pour compensation, quoi. Disons mais t'imagines, une vie coûte 300 000 €, quoi. On sent que la tienne vaut plus. La mienne vaut plus. 300 001. Mais bon. On sent que Frédéric Tellier, alors attention, hein, c'est largement pas le dernier tâcheron, et j'aime vraiment bien ce qu'il fait, mais peut-être qu'on sent qu'il a un peu de mal à digérer ses influences américaines, parce que systématiquement sur ses films, que ce soit sur l'affaire Esquin, qui était vraiment très bien, ouais. C'était très bien. Il y avait un peu un côté un peu Zodiac, hein, sur la quête d'un serial killer sur plusieurs années, voilà. Après, t'avais Sauf périr, que moi personnellement je trouvais que ça bandait un peu mou, voilà, une sorte un peu de mélo un peu facile qui venait de tirer les larmes, bon voilà. Et là en effet, comme disait Mathieu, on est sur le film dossier type un peu Darkwater, Rin Brockovich, tous ces trucs là, on prend des thèmes écolos et on va vouloir mener un combat. Donc je pense que voilà, peut-être qu'il souffre un peu de cette comparaison avec les films américains, mais mine de rien, il y en a pas beaucoup qui osent il essaye des trucs, au cinéma US. Non, c'est un très bon film. Franchement, c'est un bon film parce que, alors pareil, je vais être un peu chiant et pointu sur certaines choses, mais ça n'enlève en rien avec la qualité du film. Mais révéler le côté anxiogène du film par des séquences proches des personnages qui sont dans des espèces de carcans, que ce soit le train, que ce soit la voiture, tout ça, je trouve que c'est dommage parce que ça surligne en fait le propos. Alors c'est des tics de mise en scène, mais ça n'enlève en rien la qualité du film. Mais moi, il y avait certaines séquences, je te disais, l'enchaînement des séquences ou ce type de tic de mise en scène qui des fois, c'est pas que ça me sortait, tu vois, du récit, mais je me disais, c'est un peu trop facile. Mais là où j'aime beaucoup le film, c'est aussi sa qualité d'écriture. On l'a pas dit, mais le scénariste, c'est le même gars. Alors, j'arrive pas à me retenir son nom. C'est Simon Moutaïrou, qui avait aussi coécrit Boîte Noire, qu'on avait aussi beaucoup aimé avec Pierre Ninet. Bon, après, vas-y, termine. Non, moi j'allais revenir sur Pierre Ninet. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un film de Pierre Ninet que j'ai considéré mauvais. Est-ce que vous en avez en tête, vous, des films que vous n'avez pas appréciés de Pierre Ninet? On les a oubliés, du coup. Il y en a forcément eu. Oui. Non, mais enfin. En tout cas, les dernières années, il a fait des bons films. Non, mais il a une belle filmographie, hein, clairement. Toi, t'as la volonté de le mettre sur un piédestal. On comprend bien, parce que c'est ton côté groupie. Moi, j'ai la volonté de coucher avec, je pense, parce qu'il est vraiment très très beau. C'est vrai. Très beau à l'écran. Alors là, mec, ce qui me surprend, c'est qu'avant, justement, j'avais pas relevé, mais quand tu disais Sauver ou périr, c'est un film qui fait bander mou. Pourtant, Pierre Ninet, dans le film, il était plutôt... Il était taillé, hein. Dans la première partie, parce qu'après, je te rappelle qu'il est un peu défiguré, hein. Oui, mais dans la première partie, il est plutôt... Il est taillé. Ouais. Alors là, je vais faire mon beauf à nouveau, mais moi, il y en a une qui me faisait pas bander mou du tout, qui joue dans le film, c'est Anaïs de Moustier. Je suis amoureux de Anaïs de Moustier. Alors, heureusement, parce que je suis amoureux, pareil, d'Anaïs de Moustier, c'est une de mes actrices françaises préférées. Cette année, elle a une année incroyable. Donc, on ne dit pas de mal d'Anaïs en ma présence. Ah non, c'est interdit. Non, j'adore cette jeune femme. Elle est fantastique. Déjà, on fait ce qu'on fait, t'es que stagiaire. Ça, c'est fait. Non, mais quel relou celui-là. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre sur ce film, Mike? Toi, t'avais sûrement aussi un avis. Ah oui, mon avis, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Pierre Ninet. J'ai trouvé l'interprétation de Gilles Lelouch vraiment vraiment bonne, même si effectivement le personnage est vu et revu.
Mais et l'histoire, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement voir les choses qu'on ne voit pas, donc le métier d'un lobbyiste, quoi. Mais je trouve que tu as très bien résumé notre pensée finalement. Ouais, bah, je répète peut-être, je fais du copier-coller, mais c'est vraiment mais non, ça. mais c'est bien, c'est ça. Ouais, non, mais Enfin, c'est tout ce qu'il y a à dire. Enfin, voilà, c'est un bon film français. qualité française. Allez le voir, Made in France. Non, c'est vrai que le film est passionnant. Made in France. Ça dure 2 heures, mais c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper Eh intéressant. 2 heures, je les ai pas vus passer non plus. Oui, et puis c'est hyper intéressant et surtout hyper déprimant parce qu'on est obligé de faire un parallèle avec le glyphosate et toutes ces saloperies Oui. et là où tu te rends compte voilà que C'est de la merde, on bouffe fait- de la merde, on respire de la merde. moi très bien. Non, c'est une très bonne imitation. Non, en fait, avec ce genre de film, avec les films dossiers, ce qui m'intéresse toujours, en fait, c'est la perception du public. Quand tu vois ce genre de film, on a eu cette discussion avec le dernier film, c'est de DiCaprio, le Don't Look Up. Ah Il oui. disait, quand tu sors ce genre de film, est-ce que tu vas changer ta manière Tu dois te positionner, ouais. Est-ce que tu te positionnes? Est-ce que tu changes ta manière de voir le monde et surtout d'agir dans le monde? Mhm. Et en fait, ça me fait toujours penser à ce leitmotiv qui voudrait que le cinéma peut changer le monde. Moi, très sincèrement, je ne pense pas que ce soit la volonté, même le cinéma ne peut pas La changer. volonté de faire une photographie d'un monde. Bah voilà, l'art doit être la photographie d'un instant du monde, mais ne peut pas le changer. Je veux dire, en fait, la seule personne, alors je fais une aparté vraiment courte. Hein. Le seul cinéaste qui à un moment donné a cru ça, qu'un film pouvait changer le monde, c'est William Friedkin. Il en est mort. Non, William Friedkin est très vivant et il te passe le bonjour. Oui, tu sais qui c'est William Friedkin? Oui, je sais. Okay. William Friedkin, un de ses premiers films, c'est un film documentaire où, grâce à ce film-là, il a pu éviter qu'un type soit condamné à mort. Ouais, il devait passer à la chaise électrique. Et c'est ce film-là, en fait, qui a rendu, qui a fait qu'il a été non pas gracié, mais que ça a été commué, c'est en peine de prison. Et Friedkin, avec ce film, et on l'a vu par la suite, a vraiment pensé, et dans sa manière de mettre en scène, dans ses choix de récit, que le cinéma pouvait changer le monde. Il en est revenu, hein, parce que c'est impossible. Le cinéma ne change pas le monde. Surtout que le point de vue qu'il en avait à l'époque, aujourd'hui, il a changé, puisque avant, quand il était complètement opposé à la peine de mort, maintenant, il est revenu même sur cette décision. Peu importe. Mais c'est pour dire que même quand tu as l'illusion que l'art peut changer le monde, peut changer les mentalités, ce n'est pas le cas. J'ai un souvenir, je sais pas, là je fais une longue aparté, hein, mais non. Il l'avait annoncé courte. Je l'avais annoncé courte et généralement je mens. Je sais pas si vous vous souvenez c'était le film qu'avait réalisé Yann Arthus Bertrand il y a plusieurs années et c'est un film qui avait été qui a été diffusé à la télé, genre la veille ou l'avant-veille des élections européennes. Et ce film-là avait été un énorme succès à la télévision et les gens, suite à la visionnage de ce film-là, ont voté massivement Pour les Verts. pour les Verts et qui était sorti en tête des élections européennes en France. Là, tu te dis oui, ça peut changer le monde, mais non. 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 Un effet. Ben voilà, c'est comme nous quand on va voir un film, ce genre de film où tu vas faire un film écolo, le soir même, tu dis bon ce soir la douche, je vais l'imiter. C'est ça, je vais couper l'eau quand je me savonne. C'est ça. Et après, malheureusement, tu retournes dans tes travers du quotidien, de ta petite vie. Tu vois. C'est comme quand on décide de maigrir, on veut le faire la première journée, puis après on le fait plus. C'est ça. Le soir, je suis toujours plein de bonnes intentions. C'est ça. Et le lendemain, c'est mort. Voilà. C'est ça. Et en fait, c'est le problème quand tu vois ce genre de film. Parce que tu vas me voir en maillot de bain bientôt, toi. La semaine prochaine, on Oh va là là. s'abonner ensemble en Allemagne. Ah bah dis donc. On vous dit tout. Ils avaient peut-être pas envie de savoir ça. Vous comprenez pourquoi, voilà, je suis stagiaire, j'ai les dents qui rayent le parquet, je suis prêt à C'est tout. ça. Ok, c'est le temps je pense qu'on a fait le tour de nos actus du cinéma, à moins que tu aies envie de faire le point sur quelque chose d'autre qui... Sur les films là qu'on a Ouais, traités? non. Non. Très bien. Non. Donc, on vous conseille, ils sont encore en salle, alors au moment où l'émission sera... Ils le sont plus. Peut-être, Goliath, peut-être, mais Il a fait un bon démarrage. En tout cas. Ouais, mais le problème c'est que quand vous Ça se bouscule. Ouais, puis quand vous allez écouter l'émission, on sera déjà Au mois de mai. vous serez début avril et puis et en fait, on en parlait déjà la dernière fois, mais il y a un tel embouteillage
avec les sorties. Alors il y a, même si voilà, il y a tous les reports des films liés à Covid et principalement la distribution des films français, même si t'as raison, hein, Goliath a bien marché. Mais Est-ce que tu peux juste une aparté encore, faire une aparté sur le fait, le choix éditorial de ne plus poser de questions. Alors oui, alors en fait vous avez peut-être remarqué que cet épisode, et toi tu nous as même pas signifié ça, mais on n'a pas posé de questions. Généralement on pose une question un petit peu sur le film qui nous mène sur une discussion, mais non, là on a décidé de plus en poser. Regarde, au final j'ai l'impression que sans question on a réussi à débattre sur les films nous-mêmes. Oui, voilà, c'est non, ça. Très clairement. Non, alors, Mike, tu me prends un peu de cours parce que pour la prochaine émission, il y aura une question. Ah mince. Il y aura une question qui sera probablement la dernière. C'est vrai que, alors oui, on a toujours une question autour de laquelle s'articulent plus ou moins les arguments de chacun. On s'est rendu compte, de manière collégiale, entre moi et moi-même, et ce que je t'ai soumis, c'est que ce n'était pas forcément très intéressant parce que je pense que les avis de chacun ne doivent pas être conditionnés par une question. Ok. Eh ben d'accord. Voilà. Eh ben il est temps maintenant de passer à la rubrique des coups de cœur. Alors qui veut commencer ? Moi je peux commencer. Alors moi je vais imposer l'ordre parce que je suis rédacteur en chef, j'ai imposé l'ordre. Donc Mike commence, suivi de Thomas et moi je finis. Non mais parce que je sais qu'il va venir démonter mon coup de cœur, donc c'est pas vrai, chouchou. Non mais bon, OK. J'avais cette intention là aussi quand je dis que je commence, mais non mais et en fait tu sais ce qui me plaît, c'est que ça sous-entend que tu as un coup de cœur. Ah oui, mais il va être court. Et pourquoi tu n'en as jamais ? Il est court de cœur. Disons que c'est par alternance. C'est par alternance. Ouais, mais tu sais, oui, c'est. Je sais pas, j'ai pas forcément. Mais pourquoi tu es froid à l'intérieur, Mike ? Oui, c'est ça, exactement. Bon, allez, je vais faire un petit coup de cœur. Je suis allé voir un film récemment. Et en fait, c'est. Alors, je sais plus le réalisateur, on l'entend. Je vais te le dire. C'est quoi le titre du film ? Alors, c'est le film Rien à foutre. Ah, avec Adèle. Emmanuel, les réalisateurs, c'est Emmanuel Mar et Julie Lecoustre. Avec la belle Adèle Exarchopoulos. Avec la belle Adèle. Et ce film-là, j'ai beaucoup aimé parce que, alors c'est pas un film qu'on voit beaucoup, ce style de film, mais c'est en fait on voit l'ubérisation du monde du travail. En fait, l'histoire c'est l'histoire d'Adèle qui est hôtesse de l'air dans une compagnie low cost, et en fait on suit son quotidien dans une première partie du film. On suit son quotidien d'hôtesse de l'air, un peu isolée, un peu un peu utilisée, un peu ubérisée dans son quotidien. Et puis après on la voit dans une partie que j'ai beaucoup aimé aussi, dans sa vie familiale, quoi. Donc voilà, moi ça a marqué des points parce que ça a fait le focus sur comme je dis, l'ubérisation de l'entreprise et du marché du travail. Et c'est super déprimant. Alors c'est super déprimant de voir ça, mais j'ai aimé j'ai aimé que quelqu'un J'adore comment tu vends les films. Allez le voir, c'est super déprimant. Non, mais si vous êtes salarié et que vous avez l'impression d'être utilisé comme des objets des numéros. Avant d'aller le voir, Mike vous fera une ordonnance de Xanax et non, ça doit le faire. Non mais voilà, allez revoir Rien à foutre, il est certainement encore au cinéma, mais pour peu de temps encore. Il faudra peut-être attendre sa sortie en VOD, pardon. Et voilà, en tout cas, c'est mon petit coup de cœur et j'ai beaucoup aimé l'interprétation d'Adèle, qui est tout le temps parfaite. Elle est tellement belle. C'est vrai, on en parlait la dernière fois. Comme on disait, il y a un véritable embouteillage des sorties films, principalement des films français. C'est pour ça qu'il reste pas très longtemps à l'affiche. Avec la chronologie des médias qui est un peu modifiée, les films sortent assez rapidement en VOD, donc ce qui est très bien. Généralement pour 4-5 euros, vous pouvez voir le film quelques temps après sa sortie. Il n'empêche que moi, c'est aussi un de mes chevals de bataille. J'essaie d'inciter quand même les gens, et à chaque fois j'en parle, d'acheter des DVD, des Blu-ray. Oui. Voilà. Donc quand vous aimez un film, c'est vrai qu'on parle de SVOD, VOD, mais on parle plus de DVD. C'est vrai que le physique est en train de disparaître au profit. Alors, il y a toujours des DVD, des Blu-ray, mais qui sont des éditions très onéreuses pour des films de patrimoine. Il y a un chien qui passe. Il y a un chien qui passe, mais c'est pas grave. Non mais la vie passe ici. C'est moi qui aboie. C'est toi qui aboie. La caravane passe et le chien aboie. Il remue la queue. Thomas. Il est content. Ah ouais. Parce que je pense à Mike comme dans la semaine prochaine. Oh putain, alors là tu vas déborder vite fait.
C'est pas Pierre Ninet, hein, c'est moi qui te le dis. Ça, c'est sûr, c'est pas Pierre Ninet. C'est sûr. Bref, En tout cas, pas encore. Vas-y, enchaîne Non, maintenant, mais- enchaîne. acheter des DVD et des Blu-ray. Alors, pas pour tout et n'importe quoi, j'entends bien, mais quand il y a des films qui vous tiennent à cœur, parce que gardez juste à l'esprit que les films, quand ils sont en VOD, Ils disparaissent un ils jour. vont disparaître. Même que ce soit sur les plateformes d'SVOD, Netflix ou autres, ces films-là n'ont pas volonté de rester dans le temps, dans Pas la une durée. bibliothèque, quoi. C'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent justement sur des éditions DVD Blu-ray pour que ça reste dans le patrimoine. Je fais une comparaison qui va être un petit peu simpliste, mais mine de rien, on l'a souvent parlé, les cinémas muets, il n'en reste plus qu'un tiers des films qui ont été produits à l'époque. On se dit oui, mais c'est à l'époque, il y avait pas de support, les pellicules ont brûlé, patati patata. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de support physique ou quasiment plus, et ben on va se retrouver dans cette situation-là. Moi, je pense à un film que je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois, Manque de David Fincher, que moi j'aime beaucoup. On l'a vu. Qu'on a traité. Il n'y a pas eu d'édition DVD Blu-ray, ça appartient à Netflix. Ni Netflix, ni même David Fincher, je sais pas si c'est À la prononcé volonté de le sortir. je sais pas si c'est prononcé sur le sujet, mais en tout cas Netflix n'a pas assez de volonté là. Demain, ce film pourrait très bien disparaître. Mais ça, c'est un film comme d'autres. Il y a quelques films. Je sais que Roma, on n'a pas de Roma avant d'Alfonso Cuarón. Il y a une édition Blu-ray qui est sortie, mais ça reste malgré tout à la marge. Ah bah Mais- pour Netflix, ils en sortent mais très peu. C'est quasiment aucun. Hein. Après Ah Roma, je pense que Roma en effet a eu cette chance, je ne sais comment. C'est vrai que moi-même, je suis un gros collectionneur. C'est ce que j'allais de- dire. Chez toi aussi, mais chez Thomas, il y a une collection de DVD, de vidéos, enfin de. J'en ai, je dois avoir, je sais pas, entre 300 et 400 DVD. Je suis vraiment Un collectionneur. J'aime vraiment Et collectionner. ma question, c'est est-ce que tu en achètes encore? Bien sûr, j'en achète encore, j'en profite encore tant que c'est édité. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est que de 1, donc les films en SVOD, en effet, ne sortent pas en édition physique. Donc déjà tu es cap de 1, faut que je me fasse une petite liste avec tous les films que j'ai aimés, parce que peut-être que je voudrais les revoir dans quelques années, parce que mine de rien, j'y pense pas forcément, je les ai pas sous les yeux, parce que chez moi ils sont classés par ordre alphabétique, hein, c'est très bien fait. Et voilà, c'est ma petite Et les organisation. fiches. Il voulait travailler dans un CDI à l'époque. Et voilà, donc déjà qu'est-ce qui va me dire que je vais m'en souvenir. Après, comme t'as dit Mathieu, si je sais pas si dans 15 ans j'ai envie de remater Okja, mais peut-être que je vais me rendre compte que Netflix l'a supprimé, donc ça c'est complètement terrible. Donc moi je suis complètement favorable à ce qu'on continue l'édition DVD. Et moi en plus ce qui me fait mal au cœur, c'est que j'ai vu pas mal de films ces derniers temps, pas mal de films américains qui sont sortis en salle et qui ne sont pas sortis en DVD. J'en ai plein où je les ai achetés en VOD. Je les ai achetés en VOD sur Orange. Personnellement, je suis chez Orange. Mais par contre, si je change d'opérateur, je perds tout ça. Je les perds, tu vois. Et ça me fend le cœur de me dire que je suis complètement dépendant d'un système et qui m'empêche, voilà, de voir le film. Profiter des quand films je que veux. tu aimes, quoi. Exactement. Donc ça me fait très peur. Je pense que, en effet, il va y avoir des éditions collector. Il y a des films collector. Je pense à des gros noms, Tarantino, Bong Joon-ho, tout ça. Où en effet, ce sera sans doute possible encore d'acheter leurs films, sauf s'ils sont sortis sur Netflix. Mais après, les plus petits films, c'est pas dit qu'ils continuent, notamment les films internationaux, qui continuent à être édités. Et ça va être de plus en plus difficile de se les procurer en physique. Et moi, ça me fait très peur. Je pense que quand je vois par exemple pour le vinyle, ça revient à la mode. Le vinyle, ça devient un objet de collection. Mais voilà, encore une fois, un objet de collection pour les œuvres phares. Pas pour les petits films, pas pour un petit film comme Rien à foutre par exemple dont tu parlais. C'est des films qui vont, s'ils ne sont pas édités en physique, qui vont disparaître dans les limbes, clairement. Et ça me fait terriblement peur. Ouais, puis après, il faut rappeler que justement le coût de ces œuvres-là, quand c'est édité, tu vois, il y a des gros travaux qui sont faits par Artus Film, par Carlotta, tu vois, par Le Chat qui fume, qui font justement des éditions collector généralement c'est des classiques, de films de patrimoine. Ça reste quand même réservé à un public de niche parce que ça reste très cher. Et donc les films qui ont eu moins de succès et qui sont distribués par des grosses majors, ne trouvent pas de distributeurs en édition DVD ou Blu-ray ou même qui sont plus réédités. Il y a des films qui étaient sortis il y a 20 ans en DVD, tu ne les trouves plus, tu les trouves à des prix prohibitifs, tu vois, sur d'autres plateformes. Mais c'est très compliqué. Et tu nous parlais la dernière fois souvent de la, je sais pas, alors je vais peut-être me tromper, mais c'est la Cinétech, Oui, c'est une plateforme de VOD, la Cinétech. Mais en fait, là, eux gardent le truc. Enfin, tu peux trouver des films qui sont anciens, tu peux trouver des choses comme ça. Est-ce que c'est pas la solution? Après, ça reste de la VOD, hein, ça reste de la VOD. Mais eux, ce qu'ils font, ils ont un travail éditorial qui veut que les films qu'ils proposent ont eu un support physique.
et très généralement où tu as aussi la cinémathèque qui elle-même déjà a la péloche, a un support physique aussi, tu vois. Donc en fait, ça a pas matière à disparaître. La cinéthèque, elle promeut en fait justement un cinéma de patrimoine que tu ne peux pas trouver ailleurs. D'accord. Tu vois. Et en plus, ce qui est intéressant avec la cinéthèque, c'est qu'il y a un travail éditorial qui est fait aussi avec des cinéastes. C'est-à-dire qu'il y a des cinéastes qui vous conseillent. Chaque mois, je dis n'importe quoi, hein, t'as Gérard Houry, n'importe quoi, qui va te dire, regardez ce film-là, je vous conseille ça et ça. D'accord. On entend de plus en plus les chiens. Hein. Ah, mais il y en a plein. On est entouré, c'est des chiens sauvages. C'est des chiens sauvages. Ouais. Tout autour de la maison, on est entouré. Et toi aussi, t'es un peu sauvage. Allez, on y va. On va parler des coups de cœur donc de Mathieu. Qui veut commencer, Mathieu Mais tu as donné ton coup de cœur. Oui, non, mais qui veut commencer de vous deux? Mathieu a dit qu'il commençait. Il commence parce qu'il en a deux en fait. Non, c'est surtout pour que après il démonte bien mon coup de cœur. Toi, donc je suis blasé. Je crois qu'il a un coup de cœur et un coup de gueule, Mathieu. Ah ouais, non, mais qui vont se rejoindre. Coup de cœur en fait. Qui vont se rejoindre. Alors, du coup, je commence. Comme je vous l'ai dit précédemment, moi j'aime bien les cérémonies de récompense. Moi j'aime bien le glamour et tout ça. Je suis un peu superficiel. Non, mais du coup, je veux parler des Césars. Moi j'ai regardé. Je suis religieusement chaque année la cérémonie des Césars, étant un très très grand fan, un très grand amateur de films français. C'est un peu mon rendez-vous. C'est un peu le bilan de mon année de cinéma. J'y retrouve mes favoris, j'y retrouve les films que j'ai adorés, ceux que j'ai moins aimés. Donc voilà, je suis avec palpitation cette cérémonie-là que je trouve moins calculée que celle des Oscars où généralement je peux dire à peu près à l'avance qui va gagner. Donc voilà. Et du coup, les Césars sortent quand même de 2 années très compliquées puisque coup sur coup, donc en 2020, la cérémonie a clairement été entachée par l'affaire Polanski. Avec le coup de gueule d'Adèle Haenel, hein, puisque donc pour rappel, on a Adèle Haenel venait elle d'accuser un réalisateur d'attouchement sur elle ou etc. quand elle était plus jeune, et à cette cérémonie-là, forcément, on récompense Papy Polanski qui lui se traîne quelques casseroles depuis un moment, donc forcément ça faisait mauvais genre, et donc Adèle Haenel était partie théâtralement en criant que c'était une honte, suivie par l'équipe de La Jeune Fille en Feu. Et donc forcément, ça avait fait très très mauvais genre et ça avait été repris dans toute la presse internationale. Donc l'année dernière, on essaye un peu de rattraper le coup. C'est Marina Foïs qui présente la cérémonie. Au départ, on se dit c'est pas mal. C'est coécrit avec Blanche Gardin, avec Laurent Lafitte, ça me plaît. Et au final, la cérémonie vire à la catastrophe. Je pense que c'est la pire que j'ai jamais vue. C'est-à-dire que c'était une véritable honte. C'est-à-dire que voilà, c'était ce riche milieu du cinéma français qui vient se plaindre de sa condition. Alors qu'il faut rappeler que oui, forcément, cette soirée-là, c'est pas Fanny Ardant, c'est pas Karine Viard ou c'est pas Vincent Cassel qui eux, on les considère pas comme des intermittents du spectacle. Hein, ils sont pas le Covid les a pas empêchés de vivre. Hein. Donc ça avait été très mal vu et c'était d'une vulgarité sans nom, notamment avec la scène de Corinne Maziero que depuis je déteste. Je l'aimais pas beaucoup déjà, mais je déteste depuis, qui s'est foutu à poil. C'était d'une vulgarité, c'était une honte abyssale. Je sais pas si ça vous arrive parfois vous savez quand d'être sur votre canapé et d'être terriblement gêné, vous recroquevillez sur votre canapé tellement que vous avez mal à vos yeux parce que c'est pas possible de voir ça. Donc ça m'avait mis terriblement. Ça, c'était la honte. C'était la honte. C'est pareil, ça avait fait tout un scandale, voilà. Et donc cette année, je pense que c'est pas pour rien qu'on a demandé à Antoine Decaune de reprendre la cérémonie, puisqu'Antoine Decaune, il l'a présenté, je pense, pendant plus d'une dizaine de fois, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas avec lui, c'est plutôt sur des rails. Et je pense qu'on lui a demandé, en effet, c'est sûr que c'était pas la cérémonie la plus drôle que j'ai faite. J'avais préféré Florence Foresti ou Jean Commandeur. On lui a demandé de faire de l'Antoine Decaune, quoi. On lui a demandé surtout, je pense, de remettre la cérémonie sur les rails et que ça ne fasse pas de pli. Voilà, que ce soit une cérémonie normal, que ça se passe bien et que ça se termine sans scandale. En tout cas, sans scandale de taille. Et je pense que globalement, après Mathieu en parlera, je pense que globalement, il a plutôt fait le job. Ça s'est plutôt bien passé. Pour le coup, on a remis le cinéma français au centre. On a parlé d'art, on a parlé de films. Qui plus est, je suis très content, j'avoue, du palmarès, puisque Illusion perdue a cartonné et c'était mon film numéro 1 de l'année dernière. Mais voilà, donc j'ai été content de revivre cette belle cérémonie qui est toujours beaucoup trop longue, qui se finit qu'à quasiment 1h du matin. Oui, c'est des merci à ne plus en finir. Mais néanmoins, voilà, je trouve qu'Antoine Decaune
il a fait le job, il a remis la cérémonie sur les rails, et voilà. Donc ça, c'est ton coup de cœur? Donc c'est mon coup de cœur. D'accord, mais ok. oui, parce que j'ai toujours un immense plaisir à regarder les Césars chaque année. Eh ben, vivement la prochaine fois. Mais oui, mais ça... Tu espères qui à la présentation? Bah, Mike Lutz. Alors, merci. non, Mike, j'aimerais bien, Mike. Ouais. Mais c'est sage. Il t'en reste un peu sur le coin de la bouche, là, fais gaffe. Non, mais après, je trouve qu'Antoine Decaune, je suis pas un énorme fan, mais je trouve que voilà, il fait le taf, il fait le job, il sort quelques répliques bien faites, ça déborde pas, c'est sage. D'accord. Eh ben, merci. Et maintenant, Mathieu va dégommer mon coup de cœur. Non, il a déjà un coup de cœur, donc il va... Non, mais je vais pas dégommer. En fait, mon coup de cœur, inévitablement, en fait, c'est suite à la cérémonie des Césars. J'en avais pas parlé l'an dernier. C'est le film Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert, qui est adapté d'un manga de Jiro Taniguchi. Ce film-là, je l'avais vu l'an dernier lors du Festival du film fantastique de Strasbourg. C'est un des très grands films français qui est sorti l'an dernier. Il s'avère que c'est un film d'animation. Et en 2D. Oui, non, mais qui est visuellement, qui est sublime. Oui. C'est un récit dingue. On suit, voilà, un alpiniste. Je vais pas rentrer dans les détails du récit, mais c'est assez prodigieux à quel point la force d'évocation des images et du récit dans un film d'animation peut à ce point vous saisir et vous émouvoir. On a souvent parlé ici de films d'animation, des productions Pixar. Donc, voilà, moi j'adore, j'ai très peu d'objectifs avec Pixar parce que j'aime beaucoup leur travail. Le Sommet des Dieux, c'est un chef-d'œuvre. On n'est pas dans les codes de chez Pixar, mais c'est un très grand film. Et mon regret, effectivement, l'an dernier, c'est de pas l'avoir évoqué. J'avais parlé de mes 3-4 films français. Et moi-même, j'avais éludé, en fait, de parler de ce film-là. Même que je me souviens quand j'avais fait mon petit rapport, mon petit compte rendu, du Festival du film fantastique de Strasbourg, je l'avais pas évoqué. À tort, parce que c'est un très grand film. Je ne regarde plus les Césars depuis que j'ai 18 ans. Donc, autant vous dire que ça date depuis il y a quelques années. Alors, Jacob. Voilà, c'est ça. Et pourtant, je regardais ça depuis enfant. Je le regardais sur Canal, voilà, parce qu'en plus, même quand t'avais pas Canal, c'était la seule émission qui était présentée en clair. Donc, je ne loupais jamais les Césars. Et un jour, c'est peut-être mon côté un petit peu marxiste, mais je me suis rendu compte que je ne supportais plus déjà cet étalage effectivement de petits bourgeois qui viennent se congratuler, et surtout je déteste en fait la compétition dans l'art. Donc je ne suis pas les Césars, je ne suis pas les Oscars. J'aime bien les festivals. Mais Mike, je sais, mais toi t'as le même problème. C'est très compliqué. Mike devra faire un gros travail de post-prod, les amis, parce que il y a un écho, alors que on partait véritablement une bonne volonté pour que vous puissiez mieux nous entendre. Mais vous allez trop nous entendre. Déjà que c'est insupportable de nous écouter, mais en plus, avec un son pareil, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, il y aura un gros boulot et comme d'hab, tu seras avec notre ami Seb, tu vas trouver une solution. Je reviens à ce que je disais. J'aime par contre, à différence, j'aime bien les festivals. Tu vois, le festival de Cannes, le festival de Venise, parce que là, pour le coup, on va récompenser des artistes où ce sont, on va dire, une douzaine de personnes qui vont délibérer, qui vont choisir. Au César ou aux Oscars, on parlait avant de lobby, ça fonctionne de cette manière-là. Aux Oscars, c'est encore plus flagrant, j'en parlerai après. Pour revenir sur les Césars, moi qui ne regarde plus. Ah bah, maintenant il me coupe carrément la chic. Non mais c'est de mieux en mieux. C'est comme aux Oscars, au bout de 2 minutes, on met la musique et ça casse. Et bah c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé là avec les Césars, j'ai trouvé ça mais terrifiant. En fait, on a donc, comme dit, on a coupé la chic au producteur et réal du Sommet des Dieux pour le film Le Sommet des Dieux. C'est notre ami Decaune qui a été, c'est même pas d'une maladresse, et je trouve c'est d'une bêtise, et en même temps c'est révélateur. Je conçois qu'il est tenu de respecter des horaires, des choses comme ça. Mais le problème, c'est que ça s'adresse à un film d'animation. Ça aurait été un autre film, ça aurait pas été, il serait pas permis de couper la chic à Isabelle Huppert si elle avait reçu un César. Pas de cette manière-là. Là, il y a une indécence parce que justement, c'est le cinéma d'animation. Parce que le cinéma d'animation n'est pas considéré en France. Je sais très bien que si demain le cinéma d'animation devait être intégré comme les autres films, comme les films dits classiques, il ne serait même pas nominé. Il n'aurait pas
de César, parce qu'on se contrefout en France du cinéma d'animation. Alors que pour le coup, que je le répète, c'est un chef-d'œuvre. Les Oscars, pour moi, c'est encore pire, parce qu'on va rappeler une évidence, mais peut-être pas intégrée pour tout le monde. Je vais citer des noms. Orson Welles, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin. Aucun de ces réalisateurs-là n'a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur. On parle quand même des gens qui ont révolutionné leur art. Notre ami DiCaprio qui a obtenu l'Oscar du meilleur comédien pour The Revenant, qui est plus qu'une interprétation, c'est une espèce de performance. Il aurait très bien pu l'avoir son Oscar pour les films précédents, où il avait été bien meilleur. Mais pourquoi il ne l'avait pas eu avant? Parce qu'il n'a pas joué le jeu des lobbies. Aux États-Unis, pour la cérémonie des Oscars, ce qui se passe, j'ai plus les chiffres, il y a à peu près 3000 votants, dont la moitié sont dans des EHPAD, je caricature volontairement, et ce qu'il faut, si tu veux avoir ton Oscar, tu dois faire la tournée des EHPAD pour dire, voilà, je m'appelle DiCaprio, vous m'avez vu dans tel film, votez pour moi. Ce qu'on fait très bien, les détestables Weinstein. Les Weinstein, c'est ce qu'ils ont fait pendant des années, ils faisaient du lobby pour obtenir des Oscars, même pour des films qui ne le méritaient pas, je pense à Shakespeare in Love. Oui, parce que c'est le cas le plus connu. Disons que les producteurs arrosent les votants de cadeaux et de week-ends, je ne sais où, pour qu'ensuite on vote pour leur film. C'est dingue que ce soit autorisé, ça. Enfin, le lobbyisme, ça se dit. Mais Mike, je te fais une révélation. On parle d'une industrie. On est dans un monde capitalisme et le cinéma est complètement intégré dans cette industrie capitaliste. Et les Oscars et les Césars, au-delà de la congratulation d'obtenir un prix, parce que c'est très bien pour les comédiens, pour les réals, ça fait un film, la carrière d'un film. Et potentiellement, ça peut faire des entrées supplémentaires. Ouais. Moi, ce qui me désole d'autant plus, c'est que les seuls pour qui ces récompenses-là peuvent être importantes parce que ça leur donne une visibilité, ce sont justement ces métiers qui sont de l'ombre. Je pense aux techniciens. Je pense effectivement à des gars qui réalisent des films d'animation dont on se contrefout. Aux Oscars, ils passent même de la pub maintenant. Non, mais aux Oscars, ils font encore même pire cette année. C'est toute une polémique. C'est-à-dire qu'aux Oscars, ils ont décidé de supprimer de la cérémonie en direct un certain nombre de prix. C'est-à-dire que, il me semble, je crois, les documentaires, tous ces petits, le montage, la coiffure, le maquillage, tout ça, c'est-à-dire il y aura une courte vidéo pendant la cérémonie qui va dire tel a gagné, tel a gagné, tel a gagné. Ah oui, donc il l'intègre plus dans le direct. Plus, et donc il y a plus dans le direct les remerciements aux équipes. Oh, mais donc là c'est encore plus méprisant. Ouais, ça doit être tellement mal vécu par ceux qui font ce truc-là. Beaucoup de réalisateurs sont montés au créneau. Moi ma question, est-ce que il y a encore des acteurs, des réalisateurs américains ou autres qui s'en contrefoutent des Oscars? Il y en a, oui. Woody Allen. Oui, il y en a qui ne viennent pas chercher. Je pense à t'en as qui ne se présentent pas du tout aux Oscars pour chaque année. Ils sont nommés, mais ils viennent pas. Hein. Ils en ont rien à faire. Néanmoins, c'est vrai. Après, il faut vous dire que les Oscars ont quand même perdu de leur puissance. Hein. Tu parlais de Shakespeare in Love. Là, c'était quand même il y a presque 25 ans, le coup de vieux. Aujourd'hui, les Oscars, c'est beaucoup moins suivi en termes d'audience qu'à l'époque. Et aujourd'hui, c'est pas assuré que tu gagnes un Oscar, que derrière, tu rajoutes 40 millions de dollars dans l'escarcelle. Hein. Non, c'est sûr. Après, il y aura malgré tout quand même une ressortie en salle. Mais c'est vrai que quand tu parlais avant de les cérémonies, même si, oui, j'ai des cérémonies. Comment? Qu'est-ce que je parle? Cérémonie! On y va. Ne te moque pas de mon accent. Allez, vas-y. Je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, voilà ce que je veux dire. C'est qu'il y a toujours eu une portée aussi politique, et ce qui pouvait aussi agacer le public. On sait déjà qu'il y avait effectivement des comédiens, je pense aux Oscars, quand Marlon Brando envoie une Amérindienne chercher son Oscar pour le parrain, c'est que derrière il y a une volonté politique. Ouais. Ça a souvent servi aussi de tribune, quoi. De tribune, effectivement, pour des comédiens ou des réals. Mais parce que ce sont des gens qui étaient déjà dans la lumière. Tu penses bien que le preneur de son, caricature à nouveau, qui va obtenir un Oscar, il va pas envoyer... Ce sera pas moi, là. Ce sera, assurément, ce ne sera pas toi. Mais il va pas envoyer quelqu'un d'autre, tu vois, pour manifester un mécontentement sur un sujet sociétal ou politique. C'est pourquoi, pour ces gens-là, c'est très important, effectivement, d'être mis en lumière et que leur travail soit reconnu par leur pairs.
Sauf que effectivement, le public s'en moque. Le public se moque de savoir si un tel technicien a obtenu un César ou un Oscar. Le public, ce qu'il veut voir éventuellement, c'est du glamour. Il veut pas que ce soit parasité par par des revendications politiques ou par des sketchs, mais bêtes et bas du front. Tu vois. Et moi, déjà de une, je n'aime pas, comme je disais, la compétition, mais tout ça m'insupporte. Okay. Et je ne comprends pas comment dans l'art on peut dire voilà, nous notre boulot, on s'entend quand on parle de notre boulot, mais quand on donne nos avis sur les films qui sont totalement subjectifs, même si on essaie d'y apporter un semblant d'argument, derrière, pardon ? Non, vas-y, continue. Même si derrière on essaie d'apporter un semblant d'argument, il faut se dire que déjà de une, la portée qu'on peut en avoir reste extrêmement confidentielle, mais ça n'est que notre avis et ça n'a pas d'influence sur la réussite d'un film, sur la réussite commerciale. On n'a pas cette prétention. On n'a pas cette prétention-là, mais c'est surtout que derrière, comment dire ça, il y a tout qui se casse la gueule dans ce studio. C'est Thomas qui nous détruit le studio. Non mais Thomas, ça tombe bien parce que je ne savais même plus où je voulais aller avec cette phrase. Donc Mike, tu peux enchaîner. Non, c'est fini. Du coup, cette émission est finie, merci. C'est bon, t'as ton coup de cœur, il est fini? Mon coup de cœur, ton coup de gueule, tout est fini. J'annonce, je ne reviens plus. Tu ne reviens plus? Ouais, tout fout le camp. De toute façon, je fais un break. Un break? Ok. Bon, vous avez entendu, c'est plus la peine d'écouter cette émission. Non. Bien sûr, il faut écouter cette émission. Alors maintenant, blague à part, dans 2 semaines, parce que ça va être un film qui va être un peu compliqué à appréhender, on va traiter de Nosferatu. Vous savez que ça fait 1 siècle que Nosferatu de Murnau est sorti. Je crois qu'il passe d'ailleurs sur Arte. Il y a des docs. Arte, oui. Nous, on a fait le pari de traiter de son remake, on va dire, qui a été réalisé par Werner Herzog avec Klaus Kinski et Isabelle Adjani. Inévitablement, on va aussi digresser sur le film de Murnau. Donc, on compte sur vous parce que c'est un film qui est important et c'est pas un film qui est forcément accessible et qui est pas forcément connu et reconnu de tous. Donc soyez là aussi dans 2 semaines. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut être là dans 2 semaines. Mais comme je t'aime, non, mais bon, bref, merci les garçons d'avoir partagé votre avis sur le film Parasite, Goliath et Belfast. Merci beaucoup. Merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous pouvez commenter, noter cette émission. Après cet épisode, ça va être compliqué de le noter. Mais déjà, on espère que vous avez pu l'écouter dans de bonnes conditions. Sur Spotify, alors oui, sur Spotify et Apple Podcast, vous pouvez noter, mettre des petites étoiles et des commentaires sur partout, comme vous voulez. Mais surtout dans les yeux. Mettez des étoiles dans vos yeux et dans votre vie. Non, et partagez au maximum. Nous, on essaye de faire connaître l'émission au maximum, mais on veut pas être seul à faire ce boulot. Non, mais c'est ça. Maîtrisez un peu du vôtre. Hein. Un petit peu. Les gars, vous êtes quand même hyper mauvais en communication, ça veut dire. Une catastrophe, là. On va revoir notre politique et notre stratégie. En tout cas, voilà. On va pas la revoir, on va enfin la créer. On va enfin la créer et être un peu plus professionnel. Mais on se fait plaisir et c'est ça l'essentiel, on rigole. Oh putain, c'est le mot d'ordre. Je crois que tu as tout dit. On rigole. Prendre du plaisir. Prendre du plaisir et rigoler. Et en donner. Pour le plaisir. Allez, on va terminer cette émission. Donc, vous pouvez noter cette émission, nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et on vous invite à la partager au plus grand nombre pour faire connaître cette émission exceptionnelle, admirable et dans le monde entier. Que tout le monde nous envie. Et on se retrouve dans 15 jours pour parler du film Nosferatu. C'est ça. De 1900. Je n'ai plus la date, je dirais fin des années 60. J'ai plus la date, je dis une bêtise. Ok, c'est pas grave. En tout cas, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'accord. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt et prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Ciao.